Bonjour YouTube, bienvenue à vous. Après 2 semaines de trêve internationale, la Ligue 1 est de retour avec cette huitième journée, une huitième journée qui nous a réservé de belles surprises puisque le championnat de France a éclaté son record de buts à 18, 40 buts ce week-end sur les 9 matchs, plus de 4 buts par match, 2 victoires à l'extérieur, seulement 2 clean sheets. Donc autant vous dire qu'on a eu du spectacle, des surprises, des changements de leader. On a eu plein de belles choses à se raconter. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher les petits commentaires, les pouces, etc. etc. C'est très important. Le format marche bien, ça me fait plaisir. Et maintenant, il est de nouveau disponible sur Spotify. En attendant que je me mette sérieusement sur les options pour pouvoir l'uploader sur Deezer ou Apple Podcast, ce sera peut-être le cas un jour. En attendant, continuez à soutenir le format, ça fait très plaisir. On va donc débriefer ces 9 matchs ensemble. Nous avions ce week-end plusieurs matchs pas mal. On avait PSG Strasbourg, on avait Nice-Lyon, on avait du Lorient-Brest, le derby breton, on avait du Rennes-Auxerre, on avait Marseille contre le Havre. On avait plein de belles choses. Je vous montre les résultats là sur le live. Match nul assez palpitant entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg, 3 partout, un match en 3 temps avec d'abord une ouverture du score parisienne, puis Strasbourg qui a pleinement pris le dessus avec 3-1 jusqu'à l'heure de jeu à peu près, hein, avant que Penders ne fasse n'importe quoi et que le Paris Saint-Germain parvienne à égaliser. Nice-Lyon, on en parlera longuement, puisque c'est un match qui a été particulièrement frustrant pour le supporter de l'OL que je suis. Une nouvelle défaite pour l'OL après avoir été battu par Toulouse à domicile. L'OL qui s'est de nouveau incliné contre l'OGC Nice malgré une grosse domination totalement stérile face à un OGC Nice qui aura converti toutes ses occasions et qui n'aura pas forcément volé sa victoire. Angers-Monaco, on va aussi en parler longuement puisque Monaco, c'est pas la grande fiesta, hein. Ça va pas très bien, notamment défensivement. Ils ont fait jeu égal avec Angers, ce qui est plutôt inquiétant sachant que Angers restait sur 3 défaites de suite. Monaco, c'est la déception pour l'instant de cette saison par rapport à l'effectif qu'ils ont et par rapport au mercato qu'ils n'ont en vrai pas vraiment fait, puisque Monaco a peut-être des ambitions, mais peut-être que Monaco va se retrouver en difficulté pour le top 4, ça faisait longtemps que ce n'est pas arrivé. Marseille-Le Havre, un résultat un petit peu en trompe-l'œil, un peu comme le match contre Paris FC, puisque quand on voit le 6-2, on se dit oulala, ils ont pris une branlée Le Havre, mais la vérité c'est que Marseille a fait une très mauvaise première mi-temps et a complètement éclaté Le Havre grâce à des choix de coaching payants, une dernière demi-heure de feu avec un quadruplé de Greenwood et une entrée de zinzin une nouvelle fois de Robinho Vaz. Marseille qui prend la tête du championnat avec une différence de but de plus 14. Particulièrement impressionnant parce qu'en début de saison, on était quand même tout droit vers la crise. On avait des doutes sur De Zerbi, moi le premier. Et finalement, l'OM, ça carbure bien jusqu'à nouvel ordre. En tout cas, Lens Paris FC, victoire 2-1 des Lensois. Pareil, ça va plutôt bien du côté du RC Lens. Lorient-Brest, peut-être le match le plus cool à suivre de ce week-end, le derby breton entre Lorient et Brest. 6 buts dans cette rencontre, des scénarios rocambolesques, une énorme erreur d'arbitrage avec un jaune pour un tacle absolument scandaleux, une célébration clim à 3-2 pour prendre l'égalisation derrière. Franchement, Lorient-Brest, c'était un match très rigolo. Rennes-Auxerre, match un peu moins rigolo et toujours Rennes qui chie dans la colle. Habib Beye est en danger. On a le nom de Philippe Clément, qui est en train de revenir du côté de Rennes. Alors vraiment, Philippe Clément, c'est l'ancien entraîneur de Monaco, c'est une catastrophe. Vraiment, Rennes, c'est le divertissement. Toulouse-Metz, écoutez, le FC Metz, le FC Metz qui réinvente chaque jour des manières de perdre. 4-0 contre Toulouse qui a déroulé pendant toute la rencontre. Et enfin, Nantes-Lille, un match à quasi sens unique. Ça aurait pu tourner en faveur des Nantais. Mais malheureusement, Mathis Sabline a touché 2 fois les montants. Et Lille est allé plier le match sur la 87e minute pour une nouvelle victoire et une nouvelle défaite. Donc du côté de Nantes, ça devient inquiétant du côté du FC Nantes. Voilà pour le résumé de cette journée. On va commencer, si vous le voulez bien, par nos amis du Paris Saint-Germain. Alors laissez-moi juste le temps de sortir le score. Voilà, il est là, il va s'afficher. J'ai raté ma transition, c'est pas grave. Paris Saint-Germain, Strasbourg. 3 partout entre 2 concurrents au top 4 quand même, puisque pour l'instant, force est de constater que le Paris Saint-Germain ne décolle pas encore en Ligue 1. On avait de nouveau une équipe bis pour le Paris Saint-Germain. On sent quand même, on avait dit en tout début de saison que le PSG allait peut-être payer à un moment donné le fait d'avoir enchaîné comme pas possible et de ne pas avoir pu faire de vraies vacances et de matchs amicaux. Ils ont enchaîné la Coupe du Monde des clubs avec la Super Coupe d'Europe, etc. etc. Et là, on voit que c'est difficile pour le Paris Saint-Germain d'aligner une équipe type en Ligue 1. Et là, ça leur a encore porté préjudice, puisque la défense a été fautive, notamment une charnière centrale Beraldo-Zabarni qui a été
vraiment pas bonne. Le scénario du match, assez classique, une ouverture du score d'une tête magnifique. Pardon, une ouverture du score de Barcola, la tête c'est après. De Barcola sur un 1-2 avec Doué magnifique où Barcola prend le ballon dans la surface et crucifie Penders. Là on se dit, bon, bah, c'est un gros début du Paris Saint-Germain, peut-être qu'ils vont dérouler. Doué, il a l'air d'être sur une bonne lancée. Mais non, puisque Strasbourg va inscrire 3 buts d'affilée. Un premier but de Panicelli, moi que j'adore. On va en parler après, mais Joachim Panicelli, on dirait un attaquant à l'ancienne. Il me fait penser un petit peu à Cavani. Il a la grinta à l'Argentine. Donc vraiment une tête comme ça, de puncher, quasiment l'entrée de la surface où il prend le dessus sur Zabarni, qui est quand même censé être un mec particulièrement costaud. Donc autant vous dire que moi, Zabarni, j'ai des doutes quand même. Deuxième but absolument magnifique. Alors c'est une énorme perte de balle de Doué, qui a vraiment pas fait un bon match malgré son but, hein. Ensuite, on a Beraldo qui couvre n'importe comment, mais alors quelle passe! Une passe en une petite louche de Valentine Barco pour Diego Moreira, qui finit magnifique. Et alors là, vraiment, Chevalier, c'est de plus en plus dur pour lui parce que sur le but de Diego Moreira, on a l'impression qu'il fait gardien FIFA là. Vous voyez, un peu désarticulé, on ne sait pas, c'est un peu compliqué. Derrière, on a un long bâillon de Penders qui trouve Moreira, qui fait une espèce de passe en pivot. Et là, Panicelli marque. Panicelli qui aurait pu prendre un triplé aussi, avec notamment une espèce de Madjer, une talonnade absolument incroyable, fantasque. Vraiment la gâchette de tir fantasque sur FIFA. Malheureusement pour les Strasbourgeois, bah, on a une saucisse de Penders, hein, c'est pas la première cette saison, qui vient faucher Doué dans la surface avec Gonzalo Ramos qui transforme le penalty. Et enfin, une grande ouverture de Zabarni pour Lee, qui glisse à Mayoulou en 2 temps, qui réussit à marquer, qui d'abord il bute sur Penders et ensuite met la tête, ou sur la barre, je sais plus, met la tête. 3 partout, un match où le PSG s'en sort plutôt bien. Vraiment s'en sort plutôt bien. Ils ont évité la première victoire de l'histoire du RC Strasbourg à Paris en 35 matchs. Ils la tenaient, hein, malheureusement, ils la tenaient jusqu'aux 10 dernières minutes. Globalement, qu'est-ce qu'on a à retenir de ce match-là? C'est ce que je vous disais, hein, un petit complexe d'infériorité pour Strasbourg. Non, ils font un bon match, Strasbourg. C'est un bon match de Strasbourg. Malheureusement, ça tient pas parce que déjà Mayoulou c'est fort, on va commencer par ça. Vraiment, autant il y a des jeunes du côté de Paris, il y en a qui sont pas mal. Genre Mbaye, c'est ok. Celui qui est rentré en fin de match, Ngantiu, je crois, c'est pas mal. Mayoulou, c'est quelque chose. Mayoulou, le PSG tient un truc costaud quand même. Je crois qu'il est à 9 buts, alors que c'est encore un bébé. Mayoulou, je serais même pas surpris qu'à un moment donné, il vienne gratter des titularisations par-ci par-là dans des matchs importants. Mayoulou qui finit arrière droit, non, non, c'est beaucoup plus fort qu'Mbaye. Oui, bien sûr, Mayoulou, il y a une vraie vista, une vraie gestuelle de grand joueur du côté de Mayoulou, et je suis très très curieux de voir son émergence. Je trouve ça cool d'ailleurs que le PSG, malgré son projet à je sais pas combien de millions, réussisse quand même à sortir des jeunes comme ça. C'est important pour eux, pour les quotas LDC et compagnie, mais il y en a de plus en plus, hein. Quand même, la formation au PSG continue à tourner, contrairement à certains clubs qui ont beaucoup, beaucoup de mal à sortir des jeunes, hein. Je pense pas typiquement à Marseille, qui a beaucoup de mal à sortir des jeunes, même si là, il y a Bilal Nadir qui est sorti. Même Lyon, la formation, ça devient un peu plus compliqué. Aujourd'hui, on a Calis Mera, mais c'est un peu la vache mec derrière. Paris y arrive. Mayoulou, il est milieu offensif. Ouais, ailier intérieur, on va dire, c'est à peu près ça, Mayoulou. Vous pouvez trouver des TikTok un peu ironiques sur Argentinian Mayoulou avec des clips de Messi Prime. Bon, c'est marrant, moi j'aime bien quand on en fait un peu trop sur les jeunes, ça me fait rire. Mais ouais, il y a quand même quelque chose, Mayoulou. Il y a quand même quelque chose. Et je suis curieux de voir justement comment il va réussir à se dépatouiller de cette concurrence qui est quand même énorme à Paris. Les jeunes arrivent à émerger, c'est cool, par des concours de circonstances et par des blessures. Mais quand même, réussir quand tu es milieu offensif à émerger dans un collectif où tu as du Barcola, du Kvaratskhelia, du Doué, c'est pas rien. Donc bravo à lui là-dessus. La défense de Paris, bon courage. Beraldo, il est pas bon. Il est vraiment pas bon. Sur le deuxième but, l'alignement, il est catastrophique. Zabarni, qui est censé être un Golgoth, se fait bouffer, mais en plus facilement, hein, par Panicelli sur le premier but. Alors il se rattrape avec l'ouverture sur le troisième but, mais on voit que là, les titulaires habituels, ça manque quand même, hein. Ça manque, hein. Vu le rendement de Ramos, tant que Demende revient pas, il a les moyens pour jouer faux neuf. Ramos, ouais, Ramos, moi j'aime pas. Moi j'aime pas Gonzalo Ramos. J'aime pas. Je trouve que c'est pas un. C'est surpayé, c'est un joueur quand il est titulaire, il est nul. En Joker, c'est ok. En Joker, c'est ok, mais voilà. Doué, début de match intéressant, passe D.
Et puis après, bah, la catastrophada, hein, Désiré Doué. Son match, il est vraiment pas bon du tout. J'ai trouvé extrêmement frustrant, très très imprécis. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Il était blessé. Attention quand même le PSG, avec ce turnover constant, cette frilosité dans certains matchs. On a eu un match, je sais plus contre qui, où il marque 2 buts sur corner, mais dans le jeu c'est pas flamboyant. Là il y a quand même, il passe pas loin de la correctionnelle dans l'absolu, même s'il tape le poteau aussi en fin de match. Attention, hein, Zabarni avec Pacho c'est pas pareil. Ah bah c'est sûr que Pacho c'est pas pareil, oui. Oui, Pacho on est quand même sur un autre niveau, hein. Euh, Attention Paris, parce que à tergiverser en Ligue 1, ça leur a déjà coûté une défaite contre l'OM. Là, on est tout proche de la correctionnelle. Vous avez l'OM qui carbure, vous avez d'autres équipes derrière qui talonnent. Je suis pas sûr que cette année, ce soit une année où le PSG puisse se permettre d'être un peu nonchalant en Ligue 1. Alors on comprend bien, hein, que leur priorité c'est la Ligue des Champions, hein, c'est normal. Normalement, même sur une jambe, ça suffit en Ligue 1. Mais attention, parce que l'OM qui a fait un mercato pour aller titiller le PSG, à un petit tiers du championnat est en train pour l'instant de tenir ses promesses. Donc attention, attention. C'était contre Auxerre les 2 buts, effectivement. Contre Auxerre. Du côté de Strasbourg, ça commence à ressembler à quelque chose. On a eu un début de saison de Strasbourg qui était un peu laborieux, avec une équipe type qui était difficile à trouver, avec un turnover de malade. Là, on commence à avoir un certain nombre de valeurs sûres du côté de Strasbourg, notamment cette ossature avec Panicelli, qui à mon avis est pas prêt de sortir du 11. Barco en soutien derrière, Diego Moreira qui est en train d'éclore complètement. Toujours des petits doutes sur Penders, qui a quand même cette côté friable qui coûte des buts, hein, qui coûte des buts et qui coûte des points à Strasbourg, parce que je pense que s'il fait pas n'importe quoi sur la faute, peut-être que le PSG revient jamais au score. Panicelli, il y a quand même quelque chose d'assez cool, je trouve. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez cool sur Joachim Panicelli. C'est un joueur, Panicelli, attendez, je note juste un truc, voilà. C'est un joueur, Panicelli, c'est un joueur un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que dans Panicelli, vous allez retrouver un peu de Cavani, vous allez retrouver le côté Vista pur numéro 9. Et moi, je l'avais mis dans mes concours avec mes potes comme meilleur recrue. Parce que le mec est argentin, quoi. Le mec est sud-américain, ça se voit dans la gestuelle, ça se voit dans la manière de jouer. Il a la hargne, en plus il a une bonne gueule, vraiment il a tout. Il a tous les atouts du chien fou sud-américain, type Lisandro Lopez, type Edinson Cavani, type, oui, Crespo. Fallait aller le chercher. Alors, encore une fois, il fallait avoir les moyens d'aller le chercher, parce qu'il a quand même coûté 16,5 millions à Strasbourg. Mais c'est le meilleur buteur du championnat, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il a 5 ou 6 buts. Et c'est lui qui va porter Strasbourg peut-être plus haut que ce qu'il pouvait penser au départ. Aujourd'hui, Strasbourg est très bien ancré dans le top 3, dans le top 4. Va peut-être jouer la Ligue des Champions l'an prochain. Il leur fallait, hein, ce gros numéro 9. L'an dernier, on avait Emega, mais Emega, c'était un peu limité. Emega, il a des qualités athlétiques exceptionnelles, mais tu peux pas vraiment compter sur lui pour la finition. Il est assez irrégulier. Panicelli, il est pas irrégulier. Panicelli sait tout faire. Il a des pieds, il a une tête, il a la hargne, il a le physique. Il est vraiment hyper polyvalent, et moi, je trouve que c'est un attaquant brillant. Et je suis très curieux de voir déjà comment il va réussir à Strasbourg, mais malheureusement à quel moment il partira à Chelsea, parce que c'est inéluctable. Et c'est aussi ça le problème avec la multipropriété à Strasbourg, c'est que c'est difficile de s'exciter sur des joueurs, puisque tu sais que quand ils dépasseront le niveau du RC Strasbourg, ils partiront vers d'autres cieux. Valentin Barco, j'ai bien peur que l'été prochain, faille lui dire au revoir, par exemple. Strasbourg en C1, c'est impossible si Chelsea la joue. Faut encore que Chelsea la joue, hein. C'est pas une garantie. Chelsea, c'est pas tous les ans qu'il la joue, la Ligue des Champions, hein. Donc, Panicelli 7, oui, pardon, Panicelli 7. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ce match. On a parlé de Mayoulou, on a parlé de Penders, on a parlé de Doué, on a parlé de Beraldo, on n'a pas parlé de Chevalier. Chevalier qui est très critiqué du côté du Paris Saint-Germain. Et je vois beaucoup de tweets, notamment de messages pour le défendre. Et c'est vrai, c'est normal, il vient d'arriver, il faut une période d'adaptation. C'est un grand step, hein, pour Chevalier de passer de Lille au Paris Saint-Germain. En même temps, ça le compare à Donnarumma, dont les débuts n'étaient pas forcément faciles aussi. Mais en même temps, Chevalier, il a été recruté 40 millions, c'était le meilleur gardien de Ligue 1 à Lille. Et là, c'est insuffisant. C'est insuffisant, Chevalier. Il y a des gestes qui ne sont pas suffisants. Donc, il fait un double arrêt monstrueux aussi, c'est vrai.
Mais à un moment donné, à quoi ça sert de faire des arrêts monstrueux si derrière tu te troues? Maïeski, c'était pareil contre Lorient. Il fait un super match, mais il coûte le match. Donc, Chevalier doit faire mieux. Est-ce que ça nécessite d'être aussi critique envers lui? Ça, c'est un autre débat. Mais je trouve pas forcément que ce soit lui rendre service que de prétendre que ça suffit ce qu'il fait. Donc, il n'est pas en confiance, c'est sûr. Il faut qu'il prenne confiance. Il faut le soutenir si on est supporter du Paris Saint-Germain, évidemment. Parce que c'est objectivement un très très bon gardien. Et même sans aucune hésitation, l'un ou le meilleur qu'il y a en Ligue 1 aujourd'hui. Mais il doit faire mieux. Chevalier, son plafond est encore plus élevé. Et il doit à un moment donné aller concurrencer Maignan en équipe de France. Pour l'instant, c'est pas suffisant. Penders, c'est la même conclusion chaque semaine. Oui, c'est pareil. Penders, c'est un bon joueur, c'est un bon gardien. Mais il y a des moments d'inattention, il y a des moments où tu te dis, mais putain, pourquoi il fait ça? Il y a des relances ratées. Là, c'est la faute sur Doué qui n'est pas forcément indispensable, sur le penalty, qui remet Paris dans le match et qui, du coup, permet à Paris d'égaliser derrière. Donc, c'est dommage parce que il leur manque la qualité principale des gardiens, des grands gardiens, qui est la fiabilité et la régularité. Et c'est pareil pour les défenseurs. Avoir un bon défenseur sur 89 minutes, mais qui fait une boulette par match, bah, ça sert à rien. Donc voilà, merci Malalor pour l'abonnement. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, que j'ai pas pu remercier pour l'instant. Voilà ce qu'il y avait à dire sur ce Paris Saint-Germain-Strasbourg. Un match vraiment plaisant. Je vous invite à aller regarder le replay ou le résumé, pardon, parce que c'était vraiment un match assez sympa dans l'absolu. On va passer, si vous le voulez bien, au match qui intéresse une bonne partie des gens ici. On va les faire dans l'ordre pour ce week-end, dans l'ordre chronologique. On va passer à Nice-Lyon, avec un Noël qui avait décidé de faire tourner, avec notamment Tesman Tagliafico et Niakate qui étaient sur le banc en début de rencontre. Quand on a vu ça, on s'est dit oula, et ben on a eu raison de se dire oula, puisque tous ceux qui ont remplacé ces joueurs-là n'ont pas été bons. Tagliafico remplacé par Abner, qui n'a pas été bon défensivement. Niakate remplacé par Ruben Kluivert. On va en parler longuement de Ruben Kluivert, parce que je suis déjà à bout. Du côté de Nice, toujours une équipe sans avant-centre. Mofi blessé, si je dis pas de bêtises. Et Kevin Carlos, leur recrue de balle, justement, qu'on va affronter du côté de l'OL jeudi prochain. Pas titulaire, donc on sent qu'il est déjà tricard, le Kevin. À la place, c'était Sofiane Diop qui occupait une position de, on va dire, 9,5, faux numéro 9. Et ça a bien marché du côté de Nice. Ouverture du score très rapide, signé Melvin Barr sur une action où la défense lyonnaise est alignée n'importe comment. On a Kluivert qui monte sur Sofiane Diop, la défense qui suit pas, qui fait un gros dodo, derrière un centre qui vient de la droite, qui atterrit sur Melvin Barr, qui fusille Greff. Bon, il y a tout là-dedans. Il y a la montée de Kluivert, il y a le reste de la défense qui colmate pas la brèche pour le hors-jeu, il y a Ensene Maitland-Niles qui dort de l'autre côté, et il y a Greff qui couvre pas bien son premier poteau. Super. On a l'égalisation de l'OL sur un corner prolongé par Kluivert, justement, une passe D pour Kluivert avec Schultz qui vient surgir au second poteau. Là, on se dit, ah bah ça va, super. Et là, penalty. Penalty de Tolisso, vraiment sur une action où Kluivert, on dirait qu'il est dans IFC 26, tellement il défend n'importe comment. Fort heureusement, ce penalty va être annulé pour un hors-jeu millimétré. Alors, là-dessus, je voulais bien qu'on en parle, sur ce penalty annulé. Est-ce que je suis pour qu'on juge les hors-jeux au millimètre? Non, c'est de la merde. C'est pas l'esprit du foot que de juger des hors-jeux pour un millimètre. Mais du coup, si on juge pas pour un millimètre, on juge où? Parce que sur ce but-là, sur ce penalty annulé, on a quand même Daniel Bravo qui nous dit « Ah, c'est dans ces moments-là qu'on aimerait que la VAR, elle n'existe pas. » Bah vas-y Daniel, on te dérange pas, ça va? Tout va bien? C'est normal. D'ailleurs, sur l'égalisation de Schultz, on voit un ralenti, le premier ralenti après le but de l'OL, c'est le ralenti d'un contact dans la surface lyonnaise. À un moment donné, calmez-vous quand même, médiatiquement, là, ce serait bien que... Ok, pissez-nous dessus, on n'est pas obligé d'ouvrir la bouche non plus, quoi. Donc, à Daniel Bravo, Christophe Josse, comme d'habitude, la flûte. Ah, il y a 2 pénaltys contre Nice. Il est malade, Faut lâcher le pastaga, Daniel. Kong. Donc, bref. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a effectivement hors-jeu, donc il n'y a pas penalty. Mais dans l'esprit, pour le combo défense de Ruben Kluivert sur Diop, qui fait la toupie, là, on aurait l'impression que c'était Claudia Pina en face sur FUT Champions, et la faute de Tolisso, franchement, on l'aurait pas volé le penalty. Force est de constater qu'on l'a payé juste après, puisqu'il y a le deuxième but. Alors, le deuxième but de Nice, franchement, c'est une œuvre d'art. On a un très bon centre de Jonathan Klaus, qui est remis de la tête au second poteau. Et alors là, Ruben Kluivert, les amis, je pense
que j'ai jamais vu ça. Le mec, il voit le ballon passer, puis il se retourne et compagnie, puis il y a Diop qui arrive, et puis il n'intervient même pas sur Diop. Il n'a pas le bouton carré pour tacler, quoi. Oh là 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 là. Comment tu veux gagner des matchs quand t'as des défenseurs comme ça? C'est pas possible, ce n'est pas possible. C'est c'est pas possible d'avoir un joueur aussi catastrophique, quoi. Donc tu te retrouves à la mi-temps de Nice OL, il y a 3 tirs à 14 pour l'OL du coup, 14 tirs pour l'OL. Vous avez 0,47 XG à 1,37. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après? À la 51e, on a un penalty pour l'OL, on se dit, oh bah tiens, ça y est, on va peut-être revenir dans le match. Ensley Maitland-Niles, qui faisait dodo depuis le début de la rencontre, prend le penalty et c'est un excellent tireur, Ensley Maitland-Niles. Il n'en a jamais raté de sa carrière. Monsieur 100%. Raté, bien sûr, raté. Évidemment, dans la foulée, qu'est-ce qui se passe? But, Boudaoui en déséquilibre. Je sais pas comment il marque, Boudaoui. Je sais pas comment il marque. Il est en déséquilibre complet, il fait une frappe petit filet. 3-1. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Derrière, on a le but anecdotique de Schultz sur un centre de Tagliafico à la 95e minute. Et l'OL perd. L'OL perd avec 26 tirs à 5 ou un truc comme ça. Je crois qu'on a 3 XG à 0. Enfin, l'OL a outrageusement dominé cette rencontre, mais de façon totalement stérile. Et le football, c'est bien les stats. Quand on regarde les stats, si vous n'avez pas vu le match, vous vous dites « Oh là là, c'est un hold-up de Nice ». Mais la vérité, les amis, c'est que c'est pas un hold-up de Nice. Parce que le foot, c'est des stats. Mais les stats, elles ne reflètent pas la qualité des joueurs. Elles ne reflètent pas la qualité des joueurs. C'est bien d'avoir des tirs, c'est bien d'avoir des occasions, mais si tes joueurs, ils sont trop nuls pour les finir, les occasions, bah ça marche pas. Si tes joueurs, ils sont trop nuls pour défendre correctement dans la surface, bah ça marche pas non plus. Donc les stats, ça a des limites, et la limite des stats, c'est le talent des joueurs dans les deux surfaces. Et le talent de l'OL dans la surface adverse, il est très très faible, parce qu'on a que Fofana, le reste c'est des joueurs moyens. Satriano, il est moyen, Karabek, il est moyen, même si j'aime bien Karabek, hein, mais il est moyen. Et dans la surface lyonnaise, c'est catastrophique. Maitland-Niles, il a été catastrophique. Mata, il a dormi pendant toute la rencontre. Et alors, Ruben Kluivert, on va pas revenir dessus, on va revenir dessus après avoir fait le déroulé du match. J'ai jamais vu un nulard pareil à l'OL. Voilà, je vous le dis. On va en parler après. En plus de ça, quand tu rajoutes par-dessus un coaching qui est défaillant de la part de Paulo Fonseca, et c'est pas la première fois, Paulo Fonseca a un problème de lecture de match. Les coachings, ils sont toujours tardifs, on comprend pas trop ce qu'il veut faire dessus. Les rentrées, enfin je veux dire Rachid Ghezal, grand respect à Rachid Ghezal, mais à un moment donné, il va falloir servir à quelque chose quand même. Ce serait sympa, parce que c'est quand même 500K annuel, Rachid Ghezal. Donc c'est quand même un tarif, vous voyez ce que je veux dire. À ce moment-là, pourquoi pas prendre Amin Sbaï? Vous l'avez vu à Angers, il est pas mal Amin Sbaï. Je suis pas sûr qu'il soit moins bon que Rachid Ghezal aujourd'hui. Bon, à un moment donné, on peut pleurer sur plein de choses. On peut dire on a dominé la rencontre, c'est vrai. On peut dire on a tiré plus que Nice, c'est vrai. On peut dire Nice, ils ont chaté parce que Yevan Diouf il fait son seul bon match de la saison, c'est vrai. Mais c'est pas un vol, hein. C'est pas un scandale. Nice, ils ont 3 occasions, ils mettent les 3 au fond. C'est tout. Bah, on n'a qu'à faire pareil. Et nous, on a 4 occasions, on en met 2 au fond. Même pas, on a 3 occasions et demie. Donc, c'est des matchs à se fracasser le crâne. Parce que moi, je ne peux pas en vouloir à cette équipe d'avoir un effectif limité. On sait que ce qui s'est passé sur les premières semaines de la saison, c'est pas la normalité. L'OL a 15 points sur 18, c'est pas la normalité. Le pouvoir de l'amitié, ça a ses limites. Il y a des joueurs dans cette équipe qui sont très limités, on le sait. Satriano, s'il n'était pas limité, il serait pas à l'OL. Karabek, s'il n'était pas limité, il serait pas à l'OL. Fofana, il a du mal, même s'il n'a pas été mauvais. Et derrière, on sait que Mata, à la base, c'est pas un défenseur central. Maitland-Niles, c'est pas vraiment un latéral. Abner, il est très moyen. On peut pas demander des miracles à cette équipe. Par contre, on peut se poser des questions sur le recrutement. Et c'est là où moi je veux en venir, avant de parler de l'OGC Nice, parce qu'il faudra quand même en parler après. Cette équipe de l'OL, au début du mercato, elle avait des besoins très très clairs. Notamment le besoin de colmater la brèche laissée par les départs de Cherki et Almada, qui étaient les 2 créateurs de l'équipe. Donc vous avez un trou béant du côté droit, là où jouaient Cherki et Almada globalement. Donc vous avez, day one du mercato, besoin d'un ailier droit. Aujourd'hui, l'ailier droit, c'est Karabek. Et vous avez recruté pour 8 millions Pavel Schultz. J'ai rien contre Pavel Schultz. J'ai très envie d'aimer Pavel Schultz. Mais aujourd'hui, Pavel Schultz, il fait pas partie des plans de Fonseca. Il sait pas où le foutre. C'est pas un ailier droit. Il peut pas jouer à gauche parce qu'il y a Fofana. Il peut pas jouer 10 parce qu'il n'y a pas un système qui joue avec un 10 avec Satriano. Et on sait pas quoi foutre de Pavel Schultz, qui nous a coûté 8 millions. Derrière,
On avait besoin d'un défenseur central pour la rotation. On a mis 4 patates, 4 millions sur Ruben Kluivert. Ruben Kluivert, il a été acheté par Casapia, donc le club de portugais dans lequel il évoluait, 250 000 euros. Il n'était pas titulaire. Et 1 an plus tard, il est revendu 4 millions. Alors qu'il n'a rien fait de plus, il a 24 ans, c'est pas un joueur jeune, c'est un joueur qui s'appelle Kluivert. Quand on s'appelle Kluivert, on a les yeux du monde entier sur soi depuis qu'on est tout petit. Il n'y a pas de malentendu si à 24 ans on joue dans un club de merde. Il n'y a pas de malentendu, c'est pas N'Golo Kanté ou Franck Ribéry, vous voyez ce que je veux dire. Les scouts, ils n'ont pas oublié Ruben Kluivert. 4 millions. Vous savez ce qu'on a pour 4 millions en Ligue 1 ? On a Bafodé Diakité l'an dernier et on a Nathaniel Ngoy. Lille, ils ont acheté Bafodé Diakité 3 millions, ils l'ont revendu 30, je crois, ou 40, même, je sais plus. Et avec ça, ils ont racheté Ngoy, qui est titulaire et qui fait un super taf. Et nous, Ruben Kluivert. Qui a vu quelque chose dans Ruben Kluivert ? Déjà, de base. Mais qui ensuite a décidé de mettre 4 millions dans Ruben Kluivert ? Enfin, je veux dire, il y a des malversations, il y a des gens qui ont croqué dans ce transfert, c'est pas possible autrement. Ça n'a aucun sens de mettre 4 millions pour Ruben Kluivert. En plus, on nous a dit, Ruben Kluivert, il a été pris parce qu'il est grand et costaud. Il se fait bouffer dans les duels aériens. Alors merci pour les passes D sur corner, je sais pas trop ce qu'on va en faire, mais à un moment donné, moi j'en veux pas à Ruben Kluivert d'être nul. Il n'a rien demandé, Ruben Kluivert, il était à Casapia, au Portugal, tranquillement au soleil, pour 200 000 euros. Qui, à l'OL, a dit, on va mettre 4 patates sur ce mec. Ça n'a pas de sens. Je suis désolé, ça n'a pas de sens. Et je trouve que c'est hyper louche comme transfert. C'est hyper louche. Pour un club qui a des gros problèmes financiers avec la DNCG, où chaque centime compte, 4 millions sur Ruben Kluivert, c'est une énigme. Vous allez me dire qu'avec 4 millions et une cellule de recrutement qui est celle de l'OL, on peut pas trouver un mec comme Ngoy. On peut pas trouver un mec comme Diakité les saisons précédentes. Ça n'existe pas. Nous, on n'a pas le droit. Donc, pour 700K, tu as Emerson. Entre autres, voilà. Autre exemple. Moi, ça m'inquiète, si vous voulez, parce que dans le mercato de l'OL, il y a des bonnes pioches. Karabek, un prêt qui coûte que dalle, et une option à 3,5 millions pour un joueur qui est pas extraordinaire, mais qui fait très bien le taf, c'est bien. Tyler Morton pour 10 millions, top, super, il faut féliciter. Dominique Greif, 4 millions, ok, très bien, ça me va. Par contre, Kluivert et Schultz, c'est quand même la moitié du budget mercato de l'OL, et c'est pas bon. C'est pas bon. Alors Pavel Schultz, peut-être qu'il va monter en puissance, qu'il va s'adapter, mais aujourd'hui, il n'est pas titulaire. C'est pas normal que l'une de tes deux recrues phares du mercato ne soit pas titulaire quand tu es une équipe qui crève la dalle, quoi. C'est pas normal. Satriano, Satriano, un prêt à 1 million d'euros, le mec est moyenasse, ce que je vous dis, c'est mieux que rien, quoi. C'est le mercato poubelle, c'est le mercato nous anti-gaspi. Voilà, on est allé chez Emmaüs, on a trouvé Satriano, on l'a pris, l'RC Lens a dit allez, je vous le fais à 1 million, d'accord. Mais l'OL a investi sur ce mercato. Et à ce stade-là, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est pas le seul club qui n'a pas le droit à l'erreur. Par exemple, le RC Lens n'a pas le droit à l'erreur. Et le RC Lens, ils ont fait que des bouts de bois, pareil. Ils sont allés chercher Sangaré pour 8 millions. Mais Sangaré, 8 millions, c'est un monstre. Robin Risser, 3,5 millions. Top, super. Mathieu Hudol, monstrueux, peut-être un des meilleurs défenseurs du championnat cette saison, 3 millions. Ça bosse bien. Voilà, ça bosse bien. Emerson est en partie payé pour le transfert de la garde, c'était pas 700K. Oui, c'est vrai. Moreira, en vrai, pour son prix, c'est bien. Ouais, Afonso Moreira, je comprends le recrutement. 2 millions, le mec est un dragster, il sert à quelque chose, il a de la volonté, ok, d'accord. Et encore 2 millions, je trouve ça cher payé. Le mec est quand même en perdition, il n'a pas de carrière pour l'instant. Je trouve ça cher payé. C'est des choses que je trouve bizarres quand même. Pour le reste, vous savez quand même, sur ce match, je vous rappelle quand même que l'OL est une équipe de nabos, de manière générale. L'OL est une équipe de nabos. Alors on a Martin Satriano qui est bon dans les airs, 16 corners, 35 centres. Je sais pas, recruter Steve Mounier alors. Ou je sais pas, recruter Lorenzo Luca. Je sais pas, reprenez Peter Crouch. 16 corners, 35 centres. Ça fait beaucoup, non ? Pour une équipe qui marque quand même pas beaucoup sur centre, de manière générale. Kluivert, on en a parlé, mais... J'étais tellement énervé que j'ai marqué 2 fois. J'ai marqué Kluivert, le nulard du siècle, et en dessous, j'ai marqué Kluivert, escroquerie. Il y a 2 thématiques. Il y a la thématique sportive et la thématique financière, vous comprenez ? Ah, mais Ludovic Ajorc, chez nous, il met 37 buts, aucun problème. Karabek, grand comme il devrait plutôt être à la réception des centres. Après, c'est le seul qui s'est centré dans ce club. Donc, non, j'ai un problème avec cette équipe parce que il y a des problèmes après de niveau intrinsèque, mais ça, encore une fois, on peut pas leur en vouloir. On est à un retour à la réalité après avoir châté 15 points.
Le match contre Toulouse, l'OL le perd comme des grands. Le match contre Nice, bah, tu le perds aussi comme des grands parce que tu n'es pas capable d'être bon dans les deux surfaces. Mais il y a l'attitude de certains joueurs qui me dérange. Maitland Niles, c'est très insuffisant hein, dans l'attitude. Il y a eu depuis le début de la saison, le côté Mata Maitland Niles, il a un peu du mal cette saison. Mais Maitland Niles, il y a des passes toutes molles, régulièrement, à la relance. L'impression que le mec, il est là en train de jouer avec une clope au bec et des chlasses, quoi. C'est même pas un match sur deux, hein, c'est 2 matchs sur 3 où Maitland Niles est pas bon. Là, le penalty, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Il est tiré de façon hyper mollassonne. Moi, je me suis fait allumer quand j'ai dit que j'aurais plutôt gardé Koumbedi que Maitland Niles dans LZ en début de saison. Bon, après, Koumbedi joue pas, donc je sais pas si c'est forcément mieux. Mais le début de saison était en trompe-l'œil, on le sait désormais, et on sait que cet Olympique Lyonnais-là, jusqu'à preuve du contraire, va avoir beaucoup de mal à aller chercher une place dans le top 4, et même je pense que le top 6 peut être difficile. Donc est-ce que le pouvoir de l'amitié va revenir ? Est-ce que le retour de Moussa Niakhaté dans le 11 pour les prochains matchs va permettre à cette équipe de retrouver un peu de leadership ? Parce que je pense que ça a beaucoup manqué. Je pense que l'absence de Moussa Niakhaté dans le 11 s'est fait fortement ressentir dans le leadership. On va voir. De toute façon, les échéances qui arrivent du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est très simple. Vous avez le match contre le FC Bâle. Ensuite, vous avez Strasbourg. Bon courage. C'est probablement une des meilleures équipes de Ligue 1 en ce moment, Strasbourg. Ensuite, vous allez à un déplacement au Paris FC. Bon courage. C'est quand même une bonne équipe, le Paris FC. Et derrière, il y a Brest. À Brest. Donc, vous allez affronter que des bonnes équipes là. Que des équipes qui jouent un peu au foot. Attention, hein. Parce que derrière, c'est le PSG à domicile. Donc, attention à la série noire là pour l'OL. Moi, je suis un petit peu inquiet. Hein. Je suis un petit peu inquiet. Donc, on sait que cette équipe, elle est limitée, mais il va falloir que les joueurs clés de cette équipe step up un petit peu. C'est pas normal. Tolisso, il fait un très très mauvais match. Fofana, il a du mal. Il a du mal. Il y a des fulgurances depuis le début de la saison, mais c'est le seul vrai danger de cette attaque. Donc forcément, il est marqué de ouf. Et c'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant. Du côté de Nice, bah en vrai, bravo à eux. Ils font pas. Alors, les Niçois, ne me tuez pas. Nice ne fait pas un bon match. Hein. Nice est très moyennasse dans ce match-là. Mais ils n'ont pas besoin de plus. Parce qu'ils ont marqué les occasions qu'ils ont eues. C'est tout. Le but de Barre, il est magnifique. Ensuite, ils obtiennent un péno qui est annulé miraculeusement pour un hors-jeu à la VAR. Derrière, ils profitent des largesses de la défense avec un superbe centre de Klaus. Et ils terminent derrière avec un super but de Boudaoui. Bravo à eux. C'est un simili hold-up, mais eux, ils ont été bons dans les deux surfaces. Et ils ont surtout très bien défendu, en bloc, toutes les actions lyonnaises. Et Diouf, alors après, t'as Diouf qui sort un match de fou aussi. Hein. Diouf, je crois qu'il fait 5 ou 6 arrêts, peut-être 7, je sais même plus. Bah, ils ont fait le match qu'il fallait, Nice. Voilà, c'est peut-être le retour de bâton pour l'escroquerie arbitrale de la saison précédente. Mais c'est une équipe qui est toujours... comment dire ? Toujours un peu laborieux, Nice, quand même. Hein. C'est une victoire qui va leur faire du bien. Mais les buts sortent un petit peu de nulle part quand même. Melvin Barr buteur, bon, bah, ça c'est la classique, hein, l'ancien lyonnais qui marque. Boudaoui qui marque sur une frappe en déséquilibre. Elle est magnifique ce but. Hein. Mais alors ça sort un peu de nulle part. Et alors le but de Diop, merci Ruben Kluivert quand même. Hein. Perdre contre Nice, c'est ce qui fait ouvrir partout en Europe. Après, oui, la Coupe d'Europe, ça n'existe pas à Nice. Hein. Faut faire comme si. On va voir hein, s'ils sont capables de faire encore mieux que l'an dernier où ils ont fait 35e. Peut-être qu'ils peuvent faire 36. Hein. Mais bon. Tu construis sur ce genre de victoire car tu n'auras pas toujours sur Nice. Oui, Nice ne peut rien construire sur cette victoire, c'est une certitude. Alors après, pour l'état d'esprit, c'est toujours bon. Pour le bilan comptable, c'est toujours bon. Mais c'est sûr que c'est pas sur ce match-là. On a les deux ahuris de Bravo et de Joss qui ont dit « Oh, mais c'est le match référence pour Nice !» Bah, si c'est ça leur match référence, je suis inquiet pour eux quand même. Hein. Parce que c'est pas un bon match de Nice. Donc c'est pas du seum, hein, parce que pour le coup, Nice... des matchs références cette saison, il n'y en a pas trop. Hein. Ils n'ont pas été bons de manière générale depuis le début de la saison. C'est très laborieux. On n'a pas trouvé la formule offensive. C'est un coup, c'est Boga, un coup, c'est Kevin Carlos, un coup, on remet Terem Moffi dans l'équation, puis il disparaît. Isaac Jansson, c'est 10 millions, on sait pas trop à quoi il sert. Et on dirait un peu Pavel Schulz, hein, Isaac Jansson. On ne sait pas vraiment quel est son poste, il est moyennasse. Voilà, ils n'ont pas encore trouvé la formule offensive. Du côté de Nice, le milieu de terrain, ça va. Après, il y a des blessés partout. Bon, Bito, il est mort. Derrière, Dante, ça a 52 ans quand même. Je pense pas que ça ira très haut cette saison de Nice. C'est pas un scoop. Donc bravo à eux pour cette victoire. Elle est pour le coup pas méritée sur les stats, mais méritée dans le réalisme. Et voilà, enfin à un moment donné, je répète, hein, mais l'OL a été dégueulasse dans les deux surfaces. Bah tu perds, c'est comme ça que ça marche. Bravo et Pronis. Ah bah on sait que Bravo et Pronis. Hein. Bravo de toute façon, Bravo et Joss ils détestent l'Olympique Lyonnais. Hein. Je pense qu'on a compris. Hein. C'est fou quand on perd, on prend toujours 3 buts.
Après, on perd toujours bêtement. Contre Rennes, on perd bêtement. Contre Nice, on perd bêtement. Et contre Toulouse, on perd bêtement. Donc on peut quand même se rassurer en se disant ça, que les défaites concédées par l'OL cette saison sont des défaites bêtes. Des défaites dans des matchs que tu aurais théoriquement pas dû perdre. Maintenant, tu as gagné des matchs que tu n'aurais pas dû gagner. Hein. Le match contre le LOSC, c'est un miracle. Hein. Donc ça s'équilibre. À bout d'un moment, ça s'équilibre. Il est vrai, Nice, Lyon aurait dû gagner en étant un peu moins nul. Toulouse, tu dois jamais le perdre. Et Rennes, tu dois jamais le perdre. On peut se rassurer comme ça. Hein. Mais bon. On a tout dit hein, sur ce match. On a tout dit de manière générale. On voit que cette équipe de l'OL, elle a 11 joueurs. Et dès que tu sors du 11 de départ, bah, c'est très très compliqué. Quoi. Est-ce que le choix de dégager Mikotadze à la place de Fofana était si judicieux? C'est pas une question de choix, c'est une question qu'il n'y avait pas d'offre pour Fofana. C'est pas un choix. Hein. C'est que Mikotadze, il avait des offres et il voulait partir. Fofana, il avait pas d'offres, il voulait pas partir. T'as vendu Mikotadze, c'est tout. Maintenant, on verra à la fin de la saison si c'était le bon choix ou pas. Mais pour l'instant, difficile à dire. Hein. On fait les matchs dans l'ordre. Donc là, on a d'abord Angers et ensuite on arrive sur l'OM. Vous inquiétez pas. Et on va enchaîner. Hein. On va enchaîner avec Angers-Monaco. On va pas faire très très long sur Angers-Monaco pour la simple et bonne raison que j'ai regardé que le résumé. Je vais pas vous mentir. Angers, c'est pas une équipe qui me fait rêver et Monaco non plus. Cela étant dit, on avait une petite curiosité du côté d'Angers au coup d'envoi avec l'arrivée d'un joueur que j'aime bien, que j'aimais bien à Grenoble, qui est Amin Sbaye, qui a été en échec en Arabie Saoudite et qui est revenu à Angers. Et je trouvais ça surprenant puisque Amin Sbaye, c'est un bon joueur. Et pour le coup, je reprends cet exemple-là. Moi, je l'aurais bien pris à Lyon, Amin Sbaye, plutôt que Rachid Ghezal, par exemple. Doit coûter 2 fois moins cher, d'ailleurs. D'ailleurs, il a tapé le poteau, hein, Amin Sbaye. Monaco, qui a été pas bon. Monaco, toujours une ribambelle de blessés. Toujours une défense complètement expérimentale. Là, c'était Crépin Diatta sur le côté droit, Ouattara côté gauche et Salissou Kerrer. C'est pas bon, hein. C'est caca, hein. C'est vraiment pas bon. Ouattara, il est vraiment très 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 nul. Mais après, soit ils sont blessés, soit ils sont pas défenseurs, Caio Henrique et Vanderson. Là, Caio Henrique, il était ailier gauche. Ça, honnêtement, samedi 19h, bon, c'est. Fallait avoir envie. Hein. C'était la première de Pocognoli, donc l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. La dernière fois que Monaco a pris le pari de prendre un coach en milieu de saison, c'était Philippe Clement. On connaît la suite. Bon, on va lui laisser un peu de temps pour mettre les choses en place. De toute façon, il va falloir qu'il soit en place bien vite, puisqu'il y a Tottenham qui arrive dès mardi pour Monaco. Le déroulé du match, c'est simple. Hein, c'était un match. Alors pour le coup, c'était pas non plus horrible. Hein, il y a eu pas mal de tirs de tous les côtés. Mais match relativement équilibré entre Angers et Monaco, ce qui est inquiétant pour Monaco. On a un but qui arrive à la 72e avec Balogun, bien servi par Minamino. Balogun qui était entré en jeu et qui vient prendre le dessus sur Kofi. Hein. Kofi était dessus, mais malheureusement, on ne peut pas faire des miracles à chaque fois. Bon, bah là, on se dit Monaco va châter une victoire en n'étant pas bon. Mais non, puisqu'à la 85e, Mohamed Salissou, catastrophique, quoi. Vraiment une passe complètement téléphonée pour Sheriff. Et Salissou, il se fait bouffer, quoi. La défense monégasque, la honte, quoi, sur le but. C'est vraiment la honte. Moi, je suis très déçu par Monaco sur ce début de saison. J'ai pas souvenir d'un seul bon match, à part peut-être le match contre Le Havre, la première journée où ils sont bons, de manière générale. Mais à chaque fois, c'est très très moyen. Il y a des joueurs qui sont pas bons. Alors, il y a des blessés, c'est sûr. Ils n'ont pas de milieu de terrain. Hein. Ils sont obligés de jouer avec Jordan Tézé et Koulibaly qui a 21 ans, qui n'était pas prévu pour jouer, quoi. Parce que Camara est blessé, Zakaria est blessé, Golovin est blessé. Il y a des blessés partout. Il y a quand même un problème d'infirmerie. Peut-être que la bouffe est bonne à l'hôpital de Monaco, on ne sait pas. Mais même au-delà de ça, il y a des choix de mercato qui sont des choix dictés par les finances, hein, de vendre Ben Seguir, de vendre Singo. Il y a des cadres qui ne sont pas suffisants. Mika Biret, ce début de saison, il est très 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 compliqué. Akliouche, c'est faible. Et ça ne doit pas être aussi faible. Et alors la défense de Monaco, Ouattara, c'est clairement pas au niveau. Clairement pas au niveau. À droite, ils n'ont pas trouvé la formule. Un coup, c'est Vanderson. Un coup, il est blessé. Là, c'est Crépin Diatta. Et pour le coup, il n'est pas si mauvais. Kerrer, c'est le Kerrer du Paris Saint-Germain, la tête dans la soupe, quoi. Salissou, il y a. Ça patauge de ouf, Monaco. Donc, ils ont viré à 18h. Pocognoli vient d'arriver. On va lui laisser un peu de temps de mettre des choses en place. Mais il va falloir faire beaucoup mieux parce que pour l'instant, c'est quand même pas chatoyant. Hein. Ansu Fati qui sort sans saluer son coach. Au début de la saison, j'ai mis Marseille et Monaco solides 2e et 3e en concurrence pour la 2e place.
Il est fort probable que Monaco aille faire deuxième, que Marseille pardon aille faire deuxième tranquillement. Monaco, je suis inquiet, hein. Monaco, ça peut aller se bagarrer pour aller dans le top 4, quoi. Donc c'est quand même pas suffisant. Du côté de Angers, comme prévu, Amin Bay est une bonne pioche, parce que c'est un profil de mélangeur, de créateur dont ils avaient terriblement besoin. On avait Esteban Le Paul qui était là pour marquer des buts. Bah, il n'est plus là, heureusement. Prosper Peter et Sofiane Chérif, c'est pas si mauvais. Mais il leur manquait un Sofiane Bouffal, quoi, comme avant. Ils l'ont retrouvé. Ce Sofiane Bouffal, bah, c'est Amin Bay, c'est un peu le même profil de joueur, de percuteur, de joueur qui crée l'étincelle. C'est une très bonne pioche de la part de Angers en joker. Même pas en joker, parce que je crois qu'il arrive libre. Je pense que ce sera quand même très difficile pour Angers. Ce sera très difficile. Vous verrez, le week-end prochain, il y a des duels entre candidats au maintien. Ça va être des matchs très très importants pour le maintien. C'est un point franchement plutôt satisfaisant pour Angers contre ce Monaco-là. Parce qu'ils auraient pu gagner, hein, même Mouton a fait une belle reprise de volée à un moment donné. Mais ça restera très compliqué pour Angers parce que c'est un effectif qui est très très limité. Alors pas aussi limité que le FC Metz, mais Angers, s'ils se maintiennent, ce sera grâce au pouvoir de l'amitié et avec les confrontations directes avec les concurrents. Mais l'avantage de Angers, c'est qu'il y a déjà le ticket pour Metz. Donc il reste une place pour la relégation directe. Ça peut les sauver. Ça peut les sauver. Mais c'est à peu près tout ce qui peut les sauver, hein. Nantes est bien parti pour jouer le maintien. Nantes, on va en parler. Nantes, c'est inquiétant, mais il y a quand même de la qualité. On va en parler. Et pourquoi Angers a de quoi espérer? Parce qu'en face de Angers, dans les candidats au maintien, nous avons Le Havre. Et Le Havre, c'est une toute autre école. Le Havre, c'est l'école un peu flamboyante de on n'a pas de moyens, mais on essaye de jouer au foot. Et malheureusement pour Le Havre, ça paye pas trop. Ça fait beaucoup de matchs où Le Havre est pas mauvais. Et malheureusement, ça passe pas. C'est pas de bol, hein, parce que Le Havre, ils avaient bien commencé la rencontre contre Marseille. Ils ouvrent le score avec un très très beau but de Yacine Keshta qui n'est pas attaqué par la défense marseillaise côté gauche. Petite frappe rater, on dirait les low driven shots de Claudia Pina sur IFC. Désolé, je suis traumatisé, je fais qu'en parler. Mais derrière, on a ce fait de jeu sur lequel on va revenir un peu plus longuement derrière. Cette main de Gauthier Lloris à l'entrée de la surface, à l'extrême limite de la surface, qui vaut rouge et penalty, double peine, assez lourde pour Le Havre. Mais vous allez voir, mon avis là-dessus, c'est que c'est pas un scandale. Et je sais que ça va vous surprendre, parce que j'aurais qu'une seule envie, c'est de vous dire « Oh, Marseille arbitré, avantage arbitral pour Marseille, comme quoi ça paye de chialer ». Mais la vérité, c'est que c'est pas un scandale outrageusement, c'est le respect du règlement. Maintenant, je voudrais que le règlement il soit appliqué partout. Donc voilà, main de Lloris. Penalty, carton rouge pour Le Havre, et à partir de là, le match est un peu flingué. Égalisation de Greenwood sur penalty, flingué, mais Le Havre fait pas une mauvaise première période, ils ont même des occasions. Et derrière, l'OM va dérouler à partir de un peu plus de l'heure de jeu. On a l'entrée de Robinho Vaz, et on va en parler de Robinho Vaz parce que, oh là là, ça aussi, quelle pioche Robinho Vaz. But de Greenwood, la classique, il repique côté gras, frappe, 2-1. Le 3-1 avec un long ballon justement sur Robinho Vaz qui décale à droite, finition de Greenwood encore, un centre de Pavard pour Greenwood au point de penalty, but. Voilà, un but de Robinho Vaz derrière. Ensuite, on a l'un des plus beaux buts de la saison avec Touré qui vient envoyer une reprise de volée absolument fabuleuse. C'est pour la forme, hein. De toute façon, c'était le but du 5-2. Derrière, juste après, on a un but de Murillo sur un centre. 6-2 pour l'OM, le goal average en feu, une dernière demi-heure de zinzin, vraiment. Dernière demi-heure très 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 satisfaisante pour l'Olympique de Marseille, qui tempère avec une première heure de jeu pas terrible. Et c'est en cela que ce match me rappelle un peu le match qu'ils avaient fait contre le Paris FC, où il y a 2-2 et ils sont pas loin de prendre le 3-2 et ensuite ils marquent et derrière c'est le ketchup. Et qu'est-ce qui fait la différence du côté de l'OM? C'est l'exact opposé de l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que l'Olympique Lyonnais, on n'a pas de banc et un coaching de merde. L'OM, c'est l'inverse. Ils ont des super joueurs sur le banc et un coaching de qualité. Là, c'est une nouvelle fois l'entrée de Robinho Vaz et l'entrée de Bilal Nadir qui permettent de créer le bordel dans cette défense havraise et d'en mettre 5. Mais voilà, c'est... Il y a quand même eu, je crois, 4 expected goals pour Marseille sur ce match. C'est énorme. C'est pas autant que Strasbourg contre Angers, je crois. Mais une impression visuelle sur cette dernière demi-heure qui est assez folle. De rouleau compresseur. D'une équipe qui sait mettre le feu quand il faut.
Mais en même temps, quelques réserves à avoir quand même sur la première mi-temps parce qu'ils sont en supériorité numérique et ils ont du mal contre une équipe du Havre qui est vaillante. C'est cher payé pour le Havre quand même, qui a été vaillant, puis ensuite qui s'est écroulé complet. Mais voilà, à un moment donné, quand tu as cette capacité de sortir du banc des joueurs d'aussi grande qualité, ça change tout. Et je voudrais donc m'attarder sur Robinho Vaz parce que Robinho Vaz, ils sont allés le chercher pour 200 000 balles à Sochaux, il y a 2 ans, en post-formation. À titre de comparaison, hein, l'OL a payé Skelly Alvero à Sochaux 4,5 millions. Je suis désolé, hein, je fais monomaniaque de l'OL. Robinho Vaz, tu vas le chercher en post-formation, tu le laisses tranquille en réserve pendant 1 an, et là, quand il rentre, il a tout ce garçon. Hein. Il a tout. Il est hyper rapide, il a une technique folle, il sait faire des passes D, il te fout un sbull dans la défense. On comprend mieux pourquoi ils ont dit non, mais Guiri est blessé, mais on fait confiance à Robinho Vaz. Robinho Vaz, théoriquement sur le papier, c'est le 3e choix de l'OM en pointe. Il est derrière Guiri, derrière Aubameyang sur le papier. Il est meilleur que tous les 9 de l'Olympique Lyonnais. Tous les 9. Et il a coûté 200 000 balles en post-formation. Bah voilà. Voilà, 500K. J'ai cru lire 200K. Je suis très curieux de voir jusqu'où il va aller, ce garçon. Parce qu'il n'est pas formé à l'OM, du coup, Robinho Vaz. Il est formé à Sochaux. Hein. Mais la confiance que lui donne Roberto De Zerbi, les conditions dans lesquelles il est mis, ça permet à l'OM d'avoir une cartouche impressionnante. Enfin, il est décisif, je crois, toutes les 30 minutes sur les minutes qu'il a disputées. C'est fou pour un petit gars comme ça, sorti un peu de nulle part. Ça, c'est la confiance du coach, c'est la confiance dans les coéquipiers et c'est les qualités intrinsèques du jeune. Et je suis désolé, je reviens là-dessus. On a 2 joueurs du côté de l'OL qui sont Molébé et Alejandro Gómez Rodríguez. Gómez Rodríguez aussi recruté en post-formation, qui n'ont toujours quasiment pas de minutes de jeu. Si tu veux voir des jeunes éclore et devenir des solutions à terme, il faut leur donner leur chance. Molébé, il a eu quelques poignées de minutes en Coupe d'Europe et c'est tout. Et Gómez Rodríguez, il n'a pas encore eu sa chance. Peut-être qu'ils sont pas bons à l'entraînement, peut-être qu'ils n'atteindront jamais un plafond supérieur, mais à un moment donné, Robinho Vaz, il est aujourd'hui une option crédible du côté de l'OM parce qu'il a eu sa chance. Donc moi, je suis admiratif du travail qu'a fait Roberto De Zerbi parce que arrivé fin août, j'avais des sérieux doutes sur sa gestion du vestiaire, sur sa frilosité, sur sa nervosité même. Et force est de constater qu'il est en train de faire quelque chose d'assez costaud avec cet effectif. Alors oui, il est quand même bien aidé par un mercato qui est quand même XXL. Hein. Il y a quand même un certain nombre de très très bons joueurs dans cet effectif, y compris certains qui sont arrivés en fin de mercato pour colmater les brèches qui existaient. Mais je vous rappelle quand même qu'à la toute fin du mercato, aux alentours du 31 août, l'OM est battu par l'OL à domicile. Jonathan Rowe et Adrien Rabiot se foutent sur la gueule. Et il y a un retour de trêve avec le Real Madrid et le PSG qui arrivent. Et on se dit, oulala, il peut y avoir le feu à l'OM. Et ils ont passé ce début de crise très très bien. Et depuis, ça déroule. Les résultats sont là. Le goal average est là. Il n'y a plus qu'à, quoi. Il n'y a plus qu'à. Hein. Et c'est une nouvelle fois le théorème des Olympiques. C'est-à-dire que quand l'Olympique Lyonnais se casse la gueule, l'OM va mieux et vice-versa. Donc il va falloir attendre, malheureusement, que l'Olympique de Marseille se casse la gueule pour que l'OL aille mieux. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être pour tout de suite. Hein. Et il manque Traoré, Medina et Kondogbia. Ouais, il y a des absents, mais après, tu peux colmater. Emerson, c'est un très bon recrutement. Tu te retrouves avec un remplaçant que tu as payé une bouchée de pain, qui vient colmater les brèches et qui est très bon. Tu as une profondeur d'effectif à l'OM qui est permise par les moyens financiers de Franck McCourt, mais encore faut-il trouver des bons joueurs. Dire Franck McCourt, il est là depuis un certain nombre de temps, cette fois, tu n'as pas recruté Vitinha devant, quoi. C'est mieux. Quand tu as des mecs qui sont capables d'être au niveau, c'est quand même un peu mieux. Donc voilà, je trouve que De Zerbi s'est calmé, De Zerbi a l'air plus serein et travaille mieux. Et je suis curieux de voir la suite parce qu'il est encore beaucoup trop tôt pour se prononcer. Mais la promesse à demi-mot de venir titiller le Paris Saint-Germain, pour l'instant, elle est là, puisque au moment où je vous parle, on est à la 8e journée, l'Olympique de Marseille est leader, et c'est pas volé. C'est pas volé, je crois qu'ils sont à plus 14, c'est pas volé du tout. Voilà pour l'OM. Du côté du Havre, puisqu'il faut quand même dire un mot sur le Havre, c'est pas de bol. C'est pas de chance. Cette double peine pour Lloris, c'est sévère, mais c'est pas un scandale. Et vous connaissez ma position sur l'arbitrage, c'est-à-dire que je trouve l'arbitrage en France catastrophique, de manière générale, et incohérent. Mais je ne râle que sur les scandales. La main et le rouge de Gauthier Lloris, si on s'en tient au règlement, ce n'est pas un scandale. Il y a main, c'est un fait. Il y a anéantissement d'une occasion de but, puisque si Aubameyang passe, il y a but. Et c'est
à l'extrême limite de la surface et on peut considérer que c'est dedans. Donc, pénalty plus rouge, c'est sévère. La double peine, elle existe, elle est dans le règlement, elle est rarement appliquée. C'est au petit bonheur la chance. Elle a déjà été appliquée cette saison dans des cas vaguement similaires. D'ailleurs, je crois que c'était pour l'OM aussi. Mais c'est pas un scandale. Ce qui me gêne dans cette équation, c'est qu'à mon sens, ce n'est pas une erreur manifeste que de donner jaune. Et donc ça me dérange qu'on fasse appel à la VAR pour corriger des choses qui ne sont pas des erreurs manifestes, et ça a toujours été mon combat là-dessus. Maintenant voilà, c'est dur pour le Havre, parce que c'est vraiment... ça se joue vraiment à pas grand-chose pour que ce soit un coup franc et un jaune, quoi. Voilà. Mais c'est dommage pour le Havre, parce qu'elle a de la ressource, cette équipe, elle a des vrais bons petits joueurs. Jessine Kesta, c'est un super joueur. Doucouré, sur le côté droit, c'est un super joueur aussi. NDI, Touré, c'est des bons joueurs. Mais les résultats comptables sont pas là, parce que c'est une équipe qui ne sait pas faire autre chose que jouer au foot. Le Havre joue au foot avec ses moyens, mais il joue au foot, c'est pas le FC Metz. Et ça va être difficile pour le Havre parce que ça paye pas, mais peut-être que c'est ce qui les sauvera aussi sur les confrontations directes et compagnie, mais à un moment donné, ils vont avoir un scalp, le Havre. À un moment donné, ils vont commencer à enchaîner. J'espère pour eux, parce que c'est une équipe, pour un promu qui n'a pas de moyens, qui fait du bien au championnat de France. Voilà. L'erreur manifeste, c'est le fait que la main soit volontaire, j'imagine. Je sais pas. À quel point Marseille est arbitré différemment depuis les coups de gueule du club. Depuis le coup de gueule de Benatia et de Longoria, Marseille est arbitré normalement. Je précise bien normalement. Pas de complot, de con, quoi que ce soit. Marseille n'a plus de problème avec l'arbitrage depuis qu'il y a eu le pétage de plomb de Longoria. Ce qui est problématique, parce que ça veut dire qu'il suffit de chialer pour être arbitré correctement. Et donc ils avaient raison. C'est vrai, dans ce championnat, les arbitres sont friables à la pression médiatique. Donc il faut leur mettre la pression médiatique. C'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça que ça marche. Comme quand vous prenez un tacle, il faut pleurer par terre. Parce que si vous pleurez pas par terre, il n'y a pas carton rouge. Rappelez-vous Malik Fofana, rappelez-vous Kalis Mera aussi, c'est pareil. Même avec ça, ça suffit pas forcément. Hein. Et on va le voir d'ailleurs quand on parlera du derby breton, parce qu'il y a eu un truc absolument lunaire, on va en parler après. Ça, pour le coup, c'est un vrai scandale. Mais donc voilà, n'en faites pas des milliards sur l'arbitrage, parce que pour le coup, ce match-là de l'OM, c'est pas un scandale qu'il y ait rouge et pénaux. C'est sévère, c'est dur pour le Havre, c'est peut-être injuste la règle qui veut qu'il y ait rouge plus penalty, mais c'est la règle. C'est la règle. Voilà. Il se trouve que dans ce championnat, si tu ne fais pas pression, si tu ne chiales pas, tu n'es pas arbitré correctement. Et moi, c'est ce que j'ai reproché à l'OL, de pas chialer assez. La preuve, on chiale pas assez à l'OL, on ferme notre gueule, on fait plus de communiquer. L'OL n'est pas bien arbitré depuis un certain temps parce qu'ils se font pas respecter. Les mecs pleurent pas, les mecs foutent pas la pression, et donc médiatiquement on n'existe pas. Et donc quand il y a des dingueries contre l'OL, c'est pas traité médiatiquement, alors que quand il y a des dingueries pour l'OL, là on en fait des débriefs entiers. C'est les Marseillais qui avaient raison. Fallait mettre la pression pour être arbitré correctement. Voilà. Quand j'entends la faute doit pas être grave, le joueur ne proteste pas. Ça c'est la Ligue 1, ça. C'est pas de la corruption, hein. Ce n'est que de l'incompétence. Ça a toujours été mon point depuis le début. C'est de l'incompétence. Stéphanie Frappard est l'arbitre au décibel. Si tu ne hurles pas, il n'y a pas faute. Les arbitres, ils vont consulter la VAR que s'ils ont la pression. Si le mec est en train de se rouler par terre en disant « Ah, j'ai mal !» Là, ils se disent peut-être que j'aille voir la VAR. Si le mec se relève, comme Kalis Mera, pas faute. C'est comme ça que ça marche en Ligue 1. C'est dommage, mais c'est comme ça que ça marche en Ligue 1. Voilà. Et c'est l'exemple Aulas. Parce que souvent, l'exemple, c'est Aulas, et après, on termine un peu sur l'arbitrage, parce qu'on n'est pas là pour ça. Les gens qui disent, oui, Aulas, corrompu, nanana, les arbitres. Non, Aulas savait très bien jouer ce jeu de la mise sous pression médiatique des arbitres. Je suis à peu près persuadé, et si jamais ça arrive un jour qu'on apprend que Aulas a payé des arbitres, je serai le premier à le démolir. Mais je suis persuadé que non, ce n'est que de la pression médiatique parce que ça marche. Et c'est le constat triste de ce championnat qui est que si tu pleures pas, t'es pas bien arbitré. Voilà. C'est tout. On a tout dit globalement sur l'OM. Je suis curieux de voir le reste de la saison, comment ils vont conjuguer la Coupe d'Europe avec le championnat. Est-ce qu'ils arriveront à tenir ce rythme ? Pour l'instant, c'est quand même impressionnant ce que fait l'OM, avec des moyens qui le sont aussi. Mais De Zerbi a trouvé la bonne formule, malgré des remous sur le mercato. Et j'ai beau ne pas aimer l'OM, j'aimerais bien que l'OM aille titiller le PSG, qu'on ait enfin un championnat un peu disputé, et ça nous donnerait un peu de frisson. Donc, je vous le dis, entre l'OM et le PSG, je préfère que l'OM soit champion cette année. Si c'est possible, si on peut vibrer un petit peu, si on peut avoir une vraie bagarre. Voilà, donc s'ils pouvaient un peu nous mettre un peu de frisson dans ce championnat qui en manque terriblement depuis quelques années, ce serait pas mal. Voilà, donc désolé, ça va pas plaire à certains supporters lyonnais, mais moi je vous le dis, je préfère que le PSG, à un moment donné, tombe de son piédestal et qu'on ait un peu de variété là-dessus.
Euh, Tu penses que l'OM fera un bon parcours en LDC? Bah, je sais pas, on sait pas avec l'OM. Hein. On sait pas avec l'OM, parce que je l'ai déjà dit au premier débrief, je vous ai dit, le pire ennemi de l'OM, c'est l'OM. L'OM, il suffit d'une brindille pour que ça parte en incendie. On l'a vu avec Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. On est parti d'une brindille, d'une défaite à Lyon, et c'est parti dans les tours de malade. Et il s'en est fallu de pas grand-chose. Et je vais vous dire à quoi ça tient. Ça tient à la première mi-temps de Rouli contre le Real Madrid. Parce que si Rouli il fait pas la première mi-temps de malade qu'il fait contre le Real Madrid, il y a 4-0 à la mi-temps et c'est la crise. Hein. Peut-être que l'OM en prend 5 ou 6, qu'ensuite ils sont plus en confiance et qu'ils perdent contre le Paris Saint-Germain. Ils ont l'enchaînement de la première mi-temps de Rouli contre le Real Madrid, plus le concours de circonstances qui fait que les Parisiens viennent à Marseille, repartent, reviennent, sont fatigués, sont pas dans leur assiette et perdent, parce que Marseille est bon. Et c'est ça qui lance la saison de l'OM. Ça tient un poil de cul. Et on sait que l'OM, c'est la plus grande équipe de France pour se saborder. Et donc, il suffira à un moment donné d'une défaite pas méritée contre un promu pour qu'il y ait les premières brindilles qui reviennent. Donc, on verra. Moi, je suis toujours. J'ai une certaine forme de fascination pour l'OM parce que dès qu'il se passe un truc dans ce club, ça prend des proportions de malade. Robinho Vaz, il fait un très bon début de saison. C'est Ronaldinho, là, pour les Marseillais. Et vous savez quoi? C'est ça qui rend ce club aussi particulier. C'est qu'il se passe toujours un truc. On se fait jamais chier avec l'OM. Donc je suis très curieux de voir la suite de la saison de l'OM. Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, on sait qu'on va avoir des trucs rigolos. Donc voilà, c'est l'OM, ils peuvent gagner contre le Real Madrid et perdre contre le Dynamo Zagreb, quoi. C'est le poteau de Rabiot à Rennes, c'est le plus grand effet papillon de l'histoire. Hein. Exactement ça, ouais. Exactement ça. Bref, voilà, on a tout dit sur le match de l'OM. On va passer sur le match de Lens contre le Paris FC que je n'ai pas vu. Je n'ai regardé que le résumé complet. Avec une équipe type globalement pour Lens. Guy Lavogui titu, Machado toujours blessé, donc pas totalement l'équipe type puisqu'on a toujours Udol sur le côté gauche plutôt que dans l'axe, enfin axe gauche de la défense. Du côté du Paris FC, on voit que Jean-Philippe Crasso a gagné ses petits galons de titulaire. Qu'est-ce qu'on a? On a d'abord ce high kick de Pierre Lesmelou qui donne un penalty raté par Thauvin. Thauvin on a été élu joueur du mois précédent. Il y a quand même du chaud et du froid du côté de Thauvin. C'est un bon match, un match moyen. Derrière, très honnêtement, je vais passer rapidement sur ce match parce que je ne peux pas vous en dire grand-chose. Je ne l'ai pas vu en entier, donc c'est difficile de l'analyser. Les seules choses qu'on peut dire, bon, pour le déroulé du match, c'est 2 buts sur des corners de la part de Lens, frappés par Thomasson. Un premier but sur un corner repris avec une tête des doigts. Un deuxième but sur un centre qui fait suite à un corner où cette fois c'est Beidou qui marque. On a Pierre Lesmelou qui vient égaliser entre-temps. Bon, un match sérieux globalement de la part du RC Lens. Il y a 2 choses que je voulais dire sur ce match. La première, c'est que la première image qu'on voit de ce match, c'est la tribune centrale de Lens fermée. Pourquoi? Pour des chants insultants et pour de la pyrotechnie. On est quand même dans une période où on veut montrer le championnat, on veut le vendre. Et t'as la tribune principale, celle qu'on voit à la télé, d'un club qui fait partie des clubs les plus emblématiques de la Ligue 1, vide. Tirez-vous des balles dans le pied, la Ligue 1. Tirez-vous des balles dans le pied, continuez, allez-y, hein, on est à ça près, hein, c'est pas grave. En plus, on voit qu'en ce moment, on est déjà dans la crise avec Ligue 1+, parce que les clubs sont en train de capter qu'à la fin de l'année, il y aura 0 € pour eux en droit télé. Continuez, hein. Continuez à donner envie aux gens d'aller regarder autre chose. C'est bien, hein. T'as parlé des chants à Nice. Non, on n'a pas parlé des chants à Nice parce qu'on en avait parlé juste avant le débrief. Mais effectivement, interrompre le match pour un chant qui insulte l'État islamique, très fort. Bravo. Franchement, bravo. C'est waouh. Toujours un peu plus, quoi. Voilà. Mais cette tendance d'arrêter les matchs pour les chants insultants, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Jamais personne dans une tribune ne va se dire le match est arrêté parce qu'on insulte l'arbitre, Daesh ou un joueur adverse. Je vais arrêter, c'est pas bien. Ça n'existe pas. Au contraire, ça ne fait que braquer et radicaliser encore plus les gens qui font des chants insultants. Ça ne fonctionnera pas. C'est comme des enfants qui font des conneries. Si vous leur dites d'arrêter, ils vont continuer. Donc je suis désolé, mais le seul moyen, c'est de laisser pisser. C'est de laisser pisser. Et là, c'est pareil, on se retrouve avec une tribune vide à Lens, devant la télé. Donc l'impression visuelle est catastrophique, dans un stade qui normalement a une super ambiance. Continuez. Continuez les sanctions collectives. Continuez. Voilà. L'autre fait sur lequel je voudrais mettre la lumière, c'est Adrien Thomasson, qui est quand même l'archétype du vrai bon petit joueur de Ligue 1.
Là, il est meilleur passeur de la Ligue 1. Je crois que c'était sa 49e passe décisive en Ligue 1. C'est le passeur décisif, enfin, le plus gros passeur décisif en activité en Ligue 1. C'est un joueur qui a émergé quand il était à Evian-Tonon-Gaillard, si je dis pas de bêtises. Et j'aurais jamais pensé, je vous avoue, que Adrien Thomasson ferait une telle carrière. C'est un vrai bon petit joueur. Un vrai bon dans tous les domaines. Il sait tout faire, il a 12 partout sur FM, c'est le soldat, quoi. Et cette équipe de Lens, elle est plein de bons petits joueurs comme ça. Mathieu Hudol, c'est pareil, c'est un vrai bon petit joueur. Qui paye pas de mine, qui a pas coûté bien cher, mais putain, c'est un WD-40, le mec. C'est pareil, Malangsar, il fallait le relancer aussi. Vous avez Hudson-Edouard, fallait aller le chercher aussi. Vous avez pris Florian Thauvin, bon là il fait pas un bon match, mais c'est une bonne pioche. Ça bosse très bien du côté du RC Lens. Pareil pour Pierre Sage, c'est un bon petit coach. Et en fait, c'est l'addition de ce bon petit coach, ce bon petit joueur, ce bon petit état d'esprit, ce bon petit public qui fait que le RC Lens est une équipe chatoyante et arrive à ses fins, puisque là, ils sont dans le top 6, après un début de saison qui était quand même particulièrement laborieux, avec quelques lacunes. Morgan Guilavogui, c'est pas le joueur du siècle. Mais voilà, c'est un super joueur, Thomasson. Je pense que Pierre Sage est un super coach, mais je suis pas objectif. Et de manière générale, ils ont fait un super recrutement. Donc, bravo au RC Lens. Parce que ça fait quand même 5 saisons que le RC Lens, chaque saison, chaque intersaison, c'est la catastrophe ADA. Regardez la quantité de joueurs qu'ils ont perdu ces dernières années, le RC Lens. Il y a eu Eli Wahi, il y a eu Andy Diouf dans le désordre, il y a eu Kevin Danso, il y a eu comment il s'appelle Kouzanov, j'allais dire Kachanov. Kouzanov, il y a eu l'autre défenseur central dont j'ai oublié le nom. Ils ont perdu leur gardien de but, qui était quand même un gardien de but phare. Et à chaque fois, on colmate les brèches avec des joueurs qui sont d'un niveau sensiblement similaire, voire supérieur. Andy Diouf, on a déjà oublié. Openda, bien sûr, Openda. On a déjà oublié Andy Diouf. Parce que Sangaré, c'est un monstre. On a déjà oublié Kevin Danso et Kouzanov. Quand même. Kevin Danso et Kouzanov. Oublié. Oublié parce qu'on a pris Mathieu Hudol à Metz. Coup de génie, quand même. On a pris Malangsar, qui était un cadavre. Enfin, c'est fort, quand même. Frankowski, c'est pareil. Frankowski, on a oublié. Pourquoi ? Parce que Ruben Aguilar, super, nickel. Seko Fofana, oui, évidemment, Seko Fofana est complètement oublié que Seko Fofana joue à Lens. Medina, vous vous rendez compte, c'est une équipe qui a perdu Medina, Kouzanov et Danso, et défensivement, ça tient la route. Bravo, j'applaudis des deux mains, des deux pieds. C'est très fort ce que fait le RC Lens, en étant mis en danger en termes d'effectifs tous les étés. Tous les étés, c'est la merde. Et tous les étés, ils colmatent les brèches. Vous allez voir l'effectif du RC Lens il y a 3 ans, vous dites, wow, mais comment ils ont colmaté tout ça ? Parce que ça bosse bien. Kouzanov, ils vont quand même le chercher en Biélorussie à 500K. Le mec parle pas un mot d'anglais, parle pas un mot de français quand il arrive. Bravo. Voilà. Bravo, faut applaudir, c'est tout. Voilà. Il y a la liste là, Yvan Debout, Danso, Samba, Medina, Kouzanov, Diouf, Elenaoui, j'ai oublié Elenaoui, Frankowski, et t'en oublies encore. Il manque Seko Fofana là-dedans. C'est fou quand même. Effectivement, qui aurait cru que Jean-Louis Leca, décérébré sur un terrain, serait un tel boss dans les bureaux ? Ouais, bravo. Le RC Lens bosse comme devraient bosser d'autres clubs de Ligue 1 qui bossent mal. Suivez mon regard. Voilà, on a à peu près tout dit sur ce match entre Lens et le Paris FC. Victoire logique du RC Lens. Paris FC qui n'a pas démérité. Une défaite pour eux, mais une ossature plutôt bonne. On avait déjà dit ça les semaines précédentes, mais vous avez quand même des valeurs sûres dans cette équipe, notamment le gardien, Cambadio, qui est très bon. Au milieu de terrain, Pierre Lesmelou, c'est quand même une valeur sûre de notre championnat, même si ça ne sera pas éternel. Et devant, Kebal, Crasso, Moses Simon, ça tourne, quoi. Donc attention, Paris FC, ils vont jouer bientôt contre l'Olympique Lyonnais. Moi, j'ai peur. Et Cambadio, c'est quoi ce truc, par contre ? Ah bah de ouf. Cambadio, moi, j'ai dit. Quand Trapp est arrivé, j'ai dit, il n'y a pas un monde où Trapp prend la place de Cambadio. Cambadio, c'est un vrai bon gardien de foot. Un vrai bon gardien de but, qui sait tout faire. Excellent sur sa ligne, impressionnant du coup. Même si là, le penalty, il n'est pas très très bien tiré non plus. Mais c'est ça qui leur permettra d'aller potentiellement plus haut que ce qu'ils pensaient, le Paris FC. C'est un bon gardien, un bon défenseur, puisque Otavio, je lui ai beaucoup chié dessus en début de saison, mais il est quand même pas mal. Non, finalement, c'est pas si mauvais ce que fait le Paris FC. Là, on a Marie Traoré qui s'est mis à jouer, on a Ikoné qui est revenu aussi. Pas mal. On va basculer sur le match que j'ai bien aimé, moi, sur cette... Il y a 2 matchs que j'ai vraiment beaucoup aimé, 3 matchs même. Il y a Lorient-Brest, il y a Paris-SG-Strasbourg, et il y a eu TFC Metz. Parce que TFC Metz, c'est rigolo quand même. On a eu beaucoup de
Beaucoup de trucs à noter sur ce match. Un 4-0 bien tassé pour le Toulouse Football Club qui est arrivé contre Metz avec la ferme intention de jouer au foot et ça leur a réussi puisque au bout de la 7e minute, il y a déjà 2-0. L'ouverture du score de Franck Magri, une frappe contrée par Kouao qui finit au fond des filets, c'est un peu mal entendu. Ensuite, on a un penalty pour une faute grossière de Traoré. Donoum qui transforme. Il se passe pas énormément de choses ensuite jusqu'à la mi-temps, à part probablement ce qui est le chef-d'œuvre de la saison, le tacle de Sadibou Sané. C'est le deuxième de la saison qui fait comme ça. Après le premier, il a pris carton rouge, il a dit c'est bon, j'ai retenu ma leçon. Il n'a pas retenu la leçon. C'est une œuvre d'art, vraiment. C'est Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aimerais savoir ce qui se passe dans la tête de Sadibou Sané quand il fait ce tacle. C'est même pas un tacle les deux pieds décollés, c'est le mec s'envole, il part en orbite avant de retomber, quoi. Heureusement qu'il touche pas le Toulousain. Parce que là, mais c'est pas des pieds, c'est des ciseaux. C'est un camion poubelle lancé à 130 km/h sur l'autoroute. C'est un malade mental. C'est un fou. C'est un fou. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est pas le fusible qui a sauté, là. C'est toute l'électricité du quartier qui s'est éteinte, là. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de wifi, il n'y a plus de fibre optique. Là, ils ont coupé le câble, hein. C'est le technicien free qui est venu niquer l'armoire, là. Vraiment, si vous n'avez pas vu le tacle de Sadibou Sané, allez regarder le résumé du match juste pour le tacle. C'est extraordinaire, vraiment. C'est vraiment Hydrogen Bomb versus Coughing Baby, exactement. Ouais. Bon, derrière, le TFC a déroulé, ils n'ont jamais été mis en danger dans ce match-là. Ça a été une démonstration, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis Martinez Novel comme coach de mon équipe type. Un but absolument magnifique de Yann Bo. Il avait fait un petit tour sur le banc, il est revenu et depuis c'est la fiesta. Contrôle poitrine, espèce de contrôle enchaîné, frappe enchaînée, avec une célébration où il sort des lunettes. Je sais pas d'où il les a sortis les lunettes, mais voilà, il a sorti des lunettes. Et derrière, Cresswell de la tête sur corner. Voilà, encore Aaron Donum, buteur sur penalty et passeur décisif sur le corner. C'est une vraie équipe sympa, Toulouse. C'est une vraie équipe sympa avec des bons petits joueurs. Vous voyez, on parlait de Thomasson et de Udol. Il y en a plein des bons petits joueurs dans des profils différents. Aaron Donum dans le profil un petit peu peste. Yann Bo dans le profil dynamiteur, capable d'être irrégulier sur un seul match. Moi, celui que j'aime vraiment beaucoup, c'est Metali. Metali, l'arrière-gauche, là, qui doit avoir 19 ans, que je trouve vraiment excellent. Il a tout, ce joueur, pour réussir. Et je pense que malheureusement, il ne va pas rester longtemps à Toulouse. Mais il est très très fort. Très très fort, Metali. Même défensivement, ça passe plutôt pas trop mal. C'est une vraie petite équipe sympa. On s'en souvient, après le 6-3 contre le Paris Saint-Germain, on les avait félicités d'avoir voulu jouer au foot contre le Paris Saint-Germain, même si à la fin du match, c'est -3 sur le goal average. Bah là, savoir jouer au foot, ça sert quand on joue le FC Metz. Donc, c'est... Metz, je vois pas comment ils se sauvent. On va en parler après. Le TFC, qui chaque année, on sait pas trop ce qu'il joue. Il y a Maxime Vandrel qui me disait sur Twitter que c'est un peu le Crystal Palace français. Ils font 12e chaque année, puis ils gagnent un titre en Coupe de France et ils sont contents. C'est sympa d'être supporter de Toulouse. Alors, c'est pas tous les matchs comme ça, hein. À Lyon, ils ont fait du béton armé. Mais quand ça joue comme ça, c'est plaisir, quand même. C'est quand même plaisir, hein. Laisse-nous tranquille, Metali n'existe pas. Vossa non plus n'existe pas, j'imagine. Hein. Puis Cresswell non plus. Cresswell, j'aime bien, moi. J'aime beaucoup Cresswell. En plus, il a une gueule, Cresswell. Il a vraiment une gueule de défenseur à l'ancienne. J'aime bien Charlie Cresswell, moi. En plus, il a un beau prénom. Metz, merci d'être passé, hein. Merci d'être passé. Ils ont pris le café en Ligue 1, puis ils vont repartir, quoi. Il n'y a pas grand-chose dans cette équipe. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a eu des paris. Il y a eu les deux Géorgiens, là, dont j'ai déjà oublié le nom, Titiashvili et Abuashvili, je crois. Il y a eu Brian Maggio en début de saison qui a complètement disparu. Il y a eu le retour de Habib Diallo. La greffe ne prend pas. Il y a un bon joueur dans cette équipe, c'est Kouao. Le reste, Fischer, ça a coûté 3 millions, c'est moyen. Je pense que le FC Metz, je serais pas surpris qu'au mercato d'hiver, ça balance tout le monde par-dessus bord pour préparer la Ligue 2 déjà. On sent que mentalement, ils sont morts à l'intérieur, les joueurs. C'est déjà fini. Ils ont 2 points au bout de 8 journées. C'est fini. On plie boutique. Gauthier Hein, très décevant. Je suis d'accord. C'est un bon joueur de Ligue 2, mais dès que le niveau s'élève, c'est pas suffisant. Ça va être dur, hein. Ça va être très très dur, Metz, toute la saison, hein. Attention, hein, les records de points et compagnie, parce que dans la situation financière dans laquelle est la Ligue 1, je serais pas surpris que mercato d'hiver, Kouao, ça parte, Fischer se soit vendu au prix que ça a été acheté,
Brian Maggio, ça parte. Attention, hein. Puis alors le coach, il n'y a pas eu un seul moment cette saison où je me suis dit, le FC Metz, il y a quelque chose. Pas un seul. Il n'y a pas eu un seul match où je me suis dit que Metz pouvait faire quelque chose. En début de saison, il y avait quelques motifs d'espoir. Gauthier Hein, Djebamin, Maggio. On s'est dit peut-être qu'il va exploser complet, Maggio. Il n'y a pas grand-chose. Le Mignon, c'est pas bon. Ça peut faire un miracle sur les confrontations directes. Si tu arrives à battre des équipes comme Angers, comme Nantes, comme Auxerre. Mais même là, c'est compliqué, hein. Metz, j'ai vraiment l'impression qu'ils n'apprennent pas de leurs expériences passées. Bah, c'est toujours un peu pareil, hein. La vraie info, c'est que Benjamin Stambouli joue à Metz. Oui, Josie Deminguet aussi. Malheureusement, Metz, je sais pas trop ce qu'on peut en espérer, hein, cette saison. Je suis quand même content de les avoir joués en début de saison parce que je vois le profil de l'équipe qui arrive en plein hiver et qui t'en prend 3. Mais ça va être dur, hein, pour eux, hein. Ça va être dur. On va passer rapidement sur Rennes-Auxerre parce que je l'ai vu que dans le multiplex, donc je l'ai pas vraiment vu ce match. On avait du coup du côté d'Auxerre Owusu qui n'était pas titulaire. C'est une première cette saison, donc pas capitaine de Auxerre qui n'était pas titulaire. Seaway qui est toujours out, donc toujours cette défense un peu approximative du côté de Auxerre. Et une tentative de Dani Namazo en pointe qui a fonctionné pour le coup. Du côté de Rennes, on n'a que Frankowski qui était absent, sinon c'était l'équipe type à peu près. Et Rennes fait du Rennes. C'est-à-dire qu'on nous avait dit les joueurs ont lâché Habib Bey, pas vraiment. Mais Rennes encaisse 2 buts bêtes, mais vraiment bêtes. On a cette ouverture du score de Auxerre à la 7e minute sur une passe complètement foiraxe de Merlin, ou vraiment le cafouillage défensif ridicule de la part de Rennes, qui prend un but tout bête de Namazo. Derrière, on a Mbolo qui enfin commence à être un joueur de foot, en tout cas le joueur qu'il aurait dû être à Monaco, avec cette égalisation de la tête sur un corner tapé par Blas. Derrière, une action pour le coup, un des plus beaux buts du week-end, avec une action collective superbe conclue par Seko Fofana sur une passe de Le Paul. Vraiment un très très beau but. Et Rennes qui adore se mettre dans la merde tout seul avec une faute complètement débile de Rouault sur Sinayoko dans la surface, alors que franchement c'était pas nécessaire. 2-2. Rennes très très fort pour l'auto-sabotage quand même. On sent que Habib Bey est enfin fragilisé, il était temps. Mais alors, vu le nom qui circule, on nous murmure le nom de Philippe Clement. Il est nul, Philippe Clement. C'était catastrophique à Monaco. Qu'est-ce qu'ils veulent aller chercher, Philippe Clement? Il y a des meilleurs entraîneurs sur le marché, quand même. Donc, Rennes, si jamais ils virent Habib Bey pour prendre Philippe Clement, je suis très curieux. Déjà, l'idée de prendre Jorge Sampaoli, c'était rigolo. Alors là, c'est le divertissement, quand même, hein. Rennes, on a déjà tout dit, parce que les matchs se ressemblent pour Rennes, la saison se ressemble. C'est très insuffisant par rapport à l'effectif. C'est pas normal quand t'es Rennes, avec un effectif comme celui-là, avec les investissements qui ont été faits. Quand t'as recruté du Madi Camara, que t'as recruté du Esteban Le Paul, qui est un très bon joueur, hein, cela dit, que t'as recruté Brel Mbolo pour 15 patates, peut-être aussi moyen. Valentin Rongier, 12 millions. Quentin Merlin, 12 millions. Il est costaud, le mercato rennais. Alors, contrairement aux allégations, attention, ils vendent bien, Rennes aussi. Mais la mayonnaise prend pas, là, quand même. C'est problématique. Donc, je sais pas combien de temps ça va durer à Habib Bey. Ça, c'est quand même une sacrée déconvenue de faire match nul contre Auxerre en donnant les 2 buts. Parce que pour le coup, Auxerre, on a beaucoup dit cette saison qu'ils étaient mal payés, qu'ils méritaient de gagner. Bon, là, pour le coup, c'est 2 buts qui sont offerts par Rennes, hein. Après, voilà, c'est pas suffisant, Rennes, de manière générale. Sinayoko, ouais, c'est vrai que Sinayoko, c'est quand même pas terrible. Après, là, il marque le penalty super. Match un peu moins catastrophique de Sinayoko. Mais c'est vrai que depuis son non-transfert, c'est quand même vachement moins bon. On l'avait déjà dit lors du dernier débrief. Moi, c'était un joueur qui m'avait impressionné sur les 2 premières journées de Ligue 1 et je l'aurais pris tous les jours à Lyon dans la foulée de ces 2 journées-là. On a l'impression que ça carbure plus trop. En même temps, Sinayoko, depuis quelques semaines, il joue sur l'aile. Et sur l'aile, il n'a jamais été flamboyant. Quand il a perfait, c'était en pointe. Et là, en pointe, c'est une alternance de... là, c'était Namazo. Avant, c'était Sekoumara. Auxerre, c'est compliqué parce que, un peu comme Nantes, et on va aller dessus après, c'est ce genre d'équipe qui arrive avec des très bonnes intentions en début de championnat. Les premiers matchs de Auxerre sont très satisfaisants dans le jeu. Et malheureusement, il y a une somme de déchattes qui fait que Auxerre se retrouve frileux, a peur. Sauf que Auxerre ne sait pas vraiment jouer le béton. Ne sait pas jouer comme un... Ah, pardon, il y a le
Le voisin qui m'engueule. Je réponds par SMS. Hop là, donc je vais parler un petit peu moins fort si vous voulez bien. Première fois qu'il m'engueule en 6 mois, donc je vais respecter quand même. Rennes se saborde depuis 2-3 ans, merci à Pinot de faire n'importe quoi. Ouais, Pinot, ça fait des choix quand même qui sont quand même voisined. Il était temps, cela dit. Il était temps que je me fasse voisined. Il était temps quand même Rennes, il va falloir à un moment donné faire des choix intelligents. Ça fait quand même plusieurs mercatos de suite qui sont foirés. C'est Abibay le voisin. Et voilà, globalement, ce qu'il y avait. Je suis un peu déstabilisé. Pourquoi tu parles pas si fort? Si, je parle un peu fort. Vous vous rendez pas compte, mais je parle fort. Je vais parler un peu plus, un peu moins fort. Il faut que je décale la caméra aussi, parce que je pense que ça va direct chez le voisin là. Hop là, voilà, je vais me recentrer et on va parler un peu fort. Le voisin, la dernière fois qu'il t'a voisinette, c'était sous DNCG, c'était le jour de ma crémaillère. Donc c'était au moment où j'ai emménagé. Donc c'était il y a un certain temps. Fin du stream en ASMR. Ouais, on va faire un stream ASMR. Ce sera bien pour le podcast. De toute façon, on a bientôt terminé sur ce match-là. Globalement, ouais, Rennes, on en attend un peu plus. Vendredi, ça va être drôle. Vendredi, je mettrai un mot quand même. Tes murs sont en l'œil verte. Il nous reste quoi? Il nous reste le derby breton entre Lorient et Brest. Et là, pour le coup, le derby breton, il était vachement sympa. C'est un des meilleurs matchs de ce week-end. On avait une première titularisation pour Koulibaly de retour du côté de Brest, avec un retour de Romain Del Castillo qui était blessé aussi, et Junior Dina Mimbe qui continue à enchaîner les titularisations du côté de Brest. Brest, on arrive quand même à avoir un effectif plutôt sympa, avec Let's Go Serious ASMR. Peut-être pas, mais c'est vrai que je gueulais un petit peu quand même. Match très prolifique avec des retournements de situation de tous les côtés. Et pour le coup, Lorient, qu'on a beaucoup critiqué, a fait un super match. Avec beaucoup de ressources. Un premier but inscrit par Théo Lebris sur un super centre de Kouassi qui a fait un super match. Arsène Kouassi. Une égalisation dans la foulée 10 minutes plus tard, 15 minutes plus tard, par Dina Ebimbe sur un centre en retrait de locaux qui fait un peu la misère à toute la défense lorientaise sur le côté gauche. Brest qui prend l'avantage avec un CSC de Makengo sur corner, égalisation de Kouassi sur une tête où Maïeski se trouve une nouvelle fois. C'est vraiment dommage pour Maïeski parce qu'il faisait un bon match, il était bien revenu depuis son énorme saucisse carton rouge suspension là, et malheureusement il est toujours pas fiable. Maïeski, c'est toujours un gardien qui a des trous d'air quasiment à chaque match. Là pour le coup ça coûte de nouveau un but. Ce but il arrive dans la foulée, et on va en parler, d'une tentative d'homicide de faille qui démolit Romain Del Castillo, carton jaune, et la VAR n'est pas appelée. Écoutez, à ce stade-là, je sais pas trop ce qu'on peut faire. Éric Roy a râlé, a raison, parce que vraiment le tacle, il fait un soleil Romain Del Castillo, quoi. C'est une folie. À un moment donné, on a parlé du match de l'OM, où pour moi c'est pas un scandale. Là, c'est un pur scandale qu'il n'y ait pas rouge. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il n'y ait pas rouge sur un tac comme ça. Dans la foulée, Brest prend l'égalisation. Derrière, on a un penalty un peu chelou, avec une main de Ajorc, mais en fait, il n'y a pas main. Et derrière, penalty un peu bizarre, arbitrage un peu bizarre sur ce match. Romain Del Castillo qui marque le penalty, qui fait la célébration glagla à la 86e minute. Faut pas faire ça. Donc évidemment, quelques minutes plus tard, égalisation de Soumano, magnifique, d'ailleurs but absolument magnifique, contrôle poitrine, ciseaux, absolument magistral, et Brest qui perd des points bêtement, encore une fois, par son gardien de but, et par friabilité défensive. Koulibaly est pas terrible pour sa première, pourtant il connaît bien la maison, il était là-bas en prêt l'an dernier. Ça peut être corrigé en commission de discipline. Non, pas dans ce sens-là. On aura probablement, si c'est pas déjà fait, la direction de l'arbitrage qui va dire oui, c'est une erreur, comme d'habitude. Mais là, oui, c'est un scandale. Que Lorient finisse pas à 10, c'est un scandale. C'est vraiment un scandale. Surtout, il saute, sinon la jambe est en morceaux. Ah non, mais c'est. Surtout que Del Castillo, en plus, revient de blessure, c'est un joueur clé. Alors, après, ça, on s'en fout un petit peu. Mais c'est inexplicable que Lorient ne prenne pas rouge. C'est inexplicable. Et c'est une erreur d'arbitrage, comme il y en a beaucoup en Ligue 1, et qu'on va oublier parce que c'est Lorient-Brest. Et les gens s'en foutent de Lorient-Brest. Mais. C'est quand même problématique dans l'absolu d'avoir des situations comme ça. Ça n'a aucun sens que la VAR ne soit pas appelée. C'est tout. Surtout que le multiplex, personne n'a réagi. Mais moi, il y a un truc qui me choque là-dessus. Vous allez dire que je suis un complotiste. Dans le résumé du match sur Ligue 1+, le tacle n'y est pas. C'est quand même un fait majeur du match, ce tacle.
Il n'y est pas. Il n'a jamais existé, ce tacle. Alors, on l'a, je crois, sur les réseaux sociaux, mais c'est supprimé à la fin du match. Ce tacle, aujourd'hui, n'existe pas dans les images. Vous ne pouvez pas le trouver. Dans le résumé du match, il n'y est pas. Bizarre, quand même, ce choix éditorial de faire disparaître ce tacle, qui est quand même un moment majeur du match, quoi. Donc, bon, écoutez, celui que je vous dise. L'arbitrage en Ligue 1, quoi. Voilà. Il nous reste un match. Juste un match. C'est le match entre Nantes et Lille. Et là, très franchement, on va aller rapidement. Nantes, toujours en train de patauger sur la formule offensive. Toujours Mostafa Mohamed titulaire et Ablin excentré sur un côté. C'est un match qui a été dominé par Lille de manière générale. Grosse domination lilloise du début à la fin, mais les Lillois ont tergiversé, ouverture du score de Haraldsson à la 8e minute, sur un péché d'orgueil de Nantes qui combine sur une relance et qui perd le ballon bêtement. Sur une relance, je crois que c'est Mwanga qui perd le ballon. Derrière, ça se projette très vite avec Correa qui remet sur Giroud, qui remet derrière Haraldsson qui ouvre le score. Et pendant tout le match, Lille va tergiverser et se faire peur jusqu'à la 87e minute avec ce but de Higaman qui passe comme un bourrin façon R9 et qui marque le 2-0. Mais Nantes n'a pas eu de chatte. Alors, ils n'ont pas eu énormément d'occasions, mais ils ont tapé le montant par 2 fois. C'est d'ailleurs un miracle que Mathis Ablin ne termine pas avec au moins un but. C'est même d'ailleurs complètement inexplicable que Mathis Ablin n'ait toujours pas marqué sur cette saison parce qu'il a eu beaucoup d'opportunités. Il a vraiment eu beaucoup de malchance. Mais c'est problématique pour Nantes parce qu'il y a des intentions de jeu, il y a un projet qui est assez clair du côté de Luis Castro, mais on sent qu'il est un peu en train de perdre les rails petit à petit. Et je suis un petit peu inquiet pour Nantes parce qu'on est un peu comme Auxerre dans cette situation d'une équipe qui a des ressources, qui a des qualités, mais à qui il manque un truc clé qui est le milieu créateur. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit déjà, et qui n'y arrive pas. Et c'est toujours à la limite. Et ça tombe pas dans le bon sens. Et au moment où je vous parle, Nantes est bas dans le classement et part pour jouer le maintien, alors qu'il y a quand même des joueurs de grande qualité dans cette équipe. Alors ils ont perdu Johan Penant, c'est une grosse perte, mais quand vous voyez, il y a quand même des bons joueurs. Awaziem, c'est un bon joueur. Anthony Lopez, c'est un bon joueur. Mwanga, c'est quand même un bon joueur également. Devant, vous avez Mathis Ablin, qui est un super joueur, mais qui manque terriblement de réussite. Mais vous avez un coach qui passe son temps à péter des plombs, qui a encore pris un jaune après avoir été exclu, je ne sais plus la dernière fois. Vous avez un manque de réussite terrible. Vous avez des joueurs qui perfent pas, notamment Mostafa Mohamed, où c'est vraiment pas bon. Mostafa Mohamed, il est vraiment complètement à l'envers, Mostafa Mohamed. La voix est aiguë. Je suis pas aigu, là, il est fou, lui. Super match d'Antonio Lopez malgré les 2 buts encaissés. Ouais, il tient la barre, mais ça suffit pas. On a des blessés aussi. Moi, j'aimais bien Michael Lado, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il peut jouer. Michael Lado, il est arrivé blessé, il est de nouveau blessé, et on ne trouve pas la bonne formule offensivement. Là, on avait Guirassy, Ablin et Mohamed, et ça marche pas. Il y a que Ablin qui tourne, mais Ablin, quand il joue pas numéro 9, il est dans un registre qui est pas forcément le registre parfait. Voilà, super débrief en mode findings de Feldup. Je suis un peu obligé, effectivement. Voilà, globalement. Qu'est-ce qu'on peut se noter? Le tifo superbe, quand même. Un tifo avec des pages qui se tournent. Magnifique tifo des Nantais. Faut rendre hommage. C'est un très beau public Nantes qui mérite mieux que ce qui lui arrive en ce moment. Mais voilà, magnifique tifo. Il a fait rentrer un décès à un point à la fin du match. Ça, c'est l'école Stéphane Moulin avec Matteo Pavlovic, on connaît. Du côté de Lille, toujours ce côté, quand ça doit tourner en leur faveur, ça tourne en leur faveur. Encore une fois, c'est un match où ils ont mérité leur victoire, les Lillois. Mais voilà, il y a de la ressource et il y a du banc. Moi, j'ai déjà parlé de Mathias Fernandez-Pardo, que je trouve c'est un excellent joueur. Le jour où il va mettre son cerveau en marche, ce sera un joueur exceptionnel. Il manque toujours la lucidité dans le dernier geste, mais alors athlétiquement et techniquement, c'est quand même un super joueur. Le fait de pouvoir sortir du banc un Higaman, ça te plie le match, tout simplement. Je pense qu'il va basculer titulaire, puisque Giroud est en train de flancher un petit peu. Guirassy fait quelques différences quand même. Ouais, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, Nantes. Mais il manque la sauce. Il manque la sauce. C'est bien, il y a des bons petits ingrédients à droite à gauche. Il manque de lion. Il manque quoi dans cette équipe? Il manque un milieu créateur. Je sais pas qui ça peut être. Là, ils ont tenté Tabibou, qui est pas un mauvais joueur, mais c'est jeune. Et quand vous prenez l'effectif de Nantes un par un, Taïlel Tati, il a 17 ans. Louis Leroux, il était en réserve il y a encore 2 ans. Tabibou, c'est un bébé. Guirassy, c'est un joueur qui est à peine du niveau Ligue 1 il y a encore quelques années. Mostafa Mohamed, c'est un transfert avorté. Mathis Ablin, pareil, c'est un transfert avorté également.
c'est un ensemble de joueurs, c'est presque un miracle d'avoir un effectif au niveau Ligue 1, quoi. Donc, frustrant le FC Nantes. Frustrant le FC Nantes et inquiétant en réalité par rapport à ce qu'il doit pouvoir faire pour la suite. Guirassy rate toutes ses passes dans les 30 derniers mètres. Ouais, mais c'est pareil pour. On s'était enthousiasmé sur Benatab. Et Benatab, c'est très compliqué. C'est pareil, c'est un joueur avec beaucoup de déchets. Et ils n'ont pas ce profil de numéro 10 qu'ils avaient avant avec un joueur comme Douglas Augusto ou Chirivella, qui étaient des joueurs qui avaient plus de registres de manière générale que ce qu'on a aujourd'hui, qui sont des joueurs très monocordes de manière générale. Donc c'est comme les mêmes problèmes que l'OL, c'est-à-dire dans les deux surfaces, ça va pas. Alors défensivement, ça va, le FC Nantes, mais offensivement, moyen quoi. Moyen. Donc on va voir. Peut-être qu'au moment où ça va se débloquer du côté de Mathis Sabine, ça va tout changer. Mais pour l'instant, bah, ça suffit pas quoi. Ça suffit pas. On a tout fait, hein. On a tout fait, c'est bon. On a tout traité, j'ai oublié aucun match. Et ben on va regarder le classement désormais pour voir que niveau du classement, Marseille a pris le pouvoir devant le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Lyon descend à la 5e place. Toulouse savamment installé à la 8e place. Et du côté des relégables, Nantes pour le coup repasse 15e avec cette défaite lourde du Havre. Metz 2 points, toujours moins 15. C'est dur, hein, Metz. C'est dur. Brest qui du coup stagne toujours 12e place, c'est bien insuffisant pour les Brestois. T'as l'air touché par la situation de FCN. C'est un club que j'aime bien et je trouvais ça cool qu'après des années de caca, Franck et Valdemar Kita tentent un truc avec Luis Castro qui est un entraîneur avec des idées et ça m'attriste parce que on n'est plus très loin, je pense, d'un retour au caca du côté du FC Nantes. Et ce serait dommage, parce que je pense qu'une fenêtre s'est ouverte avec Luis Castro et qu'elle risque de se refermer. Et c'est pas demain la veille que les Kita vont retenter quelque chose, quoi. Donc, TFC Coupe d'Europe, bah, écoute, en tout cas, on vous le souhaite. En tout cas, on vous le souhaite. Voilà pour le classement. On termine avec l'équipe type de cette semaine. Le coach, c'est évidemment Carles Martinez-Novel pour cette victoire 4-0 contre le FC Metz. Le gardien, je vous ai mis Evan Diouf qui a fait un match XXL contre l'Olympique Lyonnais. Défense, Chancel et même back, Charlie Cresswell. Charlie Cresswell encore buteur. Aaron Donum du côté droit, même si j'ai un peu triché parce qu'il joue piston, avec une passe D et un but encore. Arsène Kouassi qui a été excellent du côté du FC Lorient avec une passe D également. Warren Zaïre-Emery qui a porté le milieu du Paris Saint-Germain. Adrien Thomasson, double passeur décisif également. Greenwood, ça me fait chier, mais on est bien obligé puisqu'il a marqué un quadruplé. Sofiane Diop, excellent contre l'Olympique Lyonnais, même s'il a joué en pointe et pas vraiment numéro 10. Diego Moreira et Joaquin Panicelli pour terminer cette équipe type qui ont été tous les deux excellents contre le Paris Saint-Germain. Voilà pour ce débrief. On se retrouvera la semaine prochaine avec un programme avec moins de grosses affiches, mais des matchs très importants, notamment pour la lutte pour le maintien. On aura un affrontement entre Angers et Lorient et un autre affrontement entre Auxerre et Le Havre qui va coûter très très cher dans la course pour le maintien. On aura aussi ce match entre Lyon et Strasbourg où ça risque d'être très compliqué pour les Lyonnais face à une équipe de Strasbourg en pleine bourre et Brest qui recevra le Paris SG. On a peut-être un petit espoir de voir quelque chose de sympathique du côté du stade brestois. La grosse affiche de ce week-end prochain, ce sera l'affiche entre Lens et Marseille. Deux équipes qui sont en forme, deux équipes avec un beau projet de jeu. On sera attentif à tout ça. Le débrief aura lieu lundi, comme prévu. Voilà pour cette semaine, le débrief de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Je m'excuse auprès de Karim, mon voisin, puisque j'ai fait trop de bruit. On se retrouvera donc probablement cette semaine pour la bêta de Football Manager. Ce sera probablement vendredi en journée. Cette fois, mon voisin ne m'engueulera pas parce que je ne le réveillerai pas lorsqu'il veut se coucher. Et derrière, dimanche, pour le débrief Ligue 1, comme d'habitude, avec peut-être un ton un peu moins fort pour pas faire chier le voisinage. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher les pouces, les petits commentaires, le boost aussi sur YouTube, c'est important. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. On va pas s'éterniser du côté Twitch parce que je vais de nouveau m'excuser auprès de mon voisin dans la foulée. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Je vous fais des bisous.